Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce webinaire de présentation des nouveautés jeunesse de l'automne des différents éditeurs québécois diffusés par Gallimard. Bien que je ne puisse pas vous voir dans mon petit écran, je suis particulièrement heureuse, très excitée et oui, je l'avoue, un peu nerveuse d'être avec vous ce matin. Il n'y a pas si longtemps, j'étais assise à votre place avec mon cahier de notes, mon crayon et mon chapeau de libraire jeunesse. J'écoutais attentivement les éditeurs et les animateurs me parler de leur programme, me présenter leurs nouveautés, quoique ça peut être aussi des nouveaux-nés, et leurs petits et grands coups de cœur littéraires. Puis, je retournais en librairie, comme vous allez le faire, la tête pleine d'idées et de nouveautés à lire et à promouvoir. Aujourd'hui, j'ai changé de poste, j'ai changé de côté d'écran. Et c'est à mon tour de vous partager des trouvailles, des incontournables et les innombrables merveilles de la littérature jeunesse d'ici et d'ailleurs. Mon nom est Marlène Landry et pendant la prochaine heure et demie, nous découvrirons ensemble les différentes nouveautés des éditeurs, des auteurs et des illustrateurs du Québec. Une matinée bien remplie en perspective. Nous aurons le grand plaisir de découvrir les nouveautés de 5 maisons d'éditeurs jeunesse québécois. Édito Jeunesse, les éditions du Passage, Fides Jeunesse, Fond-Froid, et comme des géants. Ingrid et Gilda, David, Marie-Claude et Nadine viendront tour à tour vous parler des livres qui sont ou seront prochainement dans vos librairies et vos bibliothèques. 8 auteurs et illustrateurs se joindront aussi à nous pour nous parler de leur travail, de leur démarche et de leurs défis de créateurs. Je vous rappelle qu'il vous est possible à tout moment, et je vois que plusieurs en profitent déjà, d'écrire dans le clavardage pour poser questions et commentaires. Nous avons une joyeuse équipe de petites abeilles qui sont eux aussi derrière leurs écrans pour vous répondre. Je vous informe aussi que cette présentation sera enregistrée. Et maintenant, sans plus attendre, installez-vous confortablement avec un bon café, un jus d'orange, peut-être un croissant, et laissez-moi vous guider dans cette rentrée littéraire jeunesse et québécoise. Débutons d'abord cette belle matinée avec Édito Jeunesse, qui existe depuis 7 ans déjà. Encore une fois, les albums qu'Édito Jeunesse lance cet automne sauront vous émouvoir, vous faire voyager dans des univers merveilleux et fantastiques et vous étonner par leur originalité. Je céderai d'ailleurs la parole aux éditrices et aux autrices qui viendront vous présenter leur dernière nouveauté. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais inviter Ingrid Remazeig, directrice éditoriale chez Édito et Flammarion Québec, pour qu'elle nous parle de la relance des romans chez Édito Jeunesse. Ingrid, bonjour. Bonjour Marlène, bonjour à toutes et à tous et merci de l'opportunité de nous donner la parole à nous éditeurs et aux créateurs pour présenter le travail de tout le monde aux bibliothécaires et aux libraires. Lors de la rentrée de janvier 2021, j'avais un peu évoqué des nouvelles orientations éditoriales d'Édito Jeunesse et avait mentionné que nous souhaitions inclure à notre catalogue des romans pour les 9-11 ans, des romans d'aventure, des romans d'évasion, vraiment qui soulignent l'envie d'aller ailleurs et de découvrir de nouveaux univers. Bien, je suis ravie ce matin de vous dire que ce souhait a été réalisé. Alors, il s'est réalisé grâce à José Bournival, qui nous offre cet automne les 2 premiers tomes d'une tétralogie intitulée Zalou. Vous connaissez peut-être José, car elle est animatrice, chroniqueuse, car elle a aussi beaucoup de titres adultes à son actif. Bébé Boom, tome 1, tome 2, tome 3, tome 4, Histoire de fille au chalet, Histoire de maman, et plus récemment, Principe physique du cœur humain.
José a une plume touchante, tout en finesse, qui cerne souvent avec précision les mérites et les travers de ses personnages. Moi, j'appelle ça une plume de l'émotion et je suis vraiment très heureuse que José ait fait confiance à Édito Jeunesse pour publier ses premiers romans jeunesse et nos premiers romans jeunesse aussi chez Édito. Alors, bienvenue José, es-tu là? Bien sûr, bonjour Émilie, bonjour tout le monde. Alors, José, première grande question de la matinée, pourquoi cette incursion dans la littérature jeunesse, pour notre plus grand bonheur d'ailleurs? C'est une excellente question parce qu'en étant maman de 4 enfants, plusieurs vont croire que c'est à la demande de mes tout-petits que je me suis lancée dans l'aventure, mais non. Comme plusieurs, il y a 2 ans, à cause de la pandémie, j'ai dû me réinventer, c'était le terme à la mode. Et je suis devenue enseignante en art dramatique au primaire dans 2 écoles de la Rive-Sud de Montréal. Donc, je me suis retrouvée du jour au lendemain devant plus de 300 enfants dans un milieu modeste, avec des enfants à qui on n'avait peut-être pas suffisamment dit à quel point ils étaient beaux, à quel point ils avaient des richesses à exploiter et à quel point ils avaient droit de rêver grand. Bref, j'étais surprise de constater qu'à 15-20 minutes de chez moi, il y avait beaucoup d'enfants qui n'avaient pas d'estime personnelle. Ça m'a vraiment marquée. Et à la fin de l'année, ma décision était prise. Je devais écrire un roman pour eux, en leur honneur, pour leur dire à quel point ils sont beaux puis que je les aime. Alors, peux-tu nous résumer justement l'intrigue de Zalou? Oui, avec plaisir. Alors, Zalou évolue dans l'univers de Mandrilla. C'est un univers fantastique où les humains vivent réunis dans des villages sous de grandes bulles. Au centre du village, il y a un arbre qu'on appelle l'Arbrus cristallis. À la naissance d'un enfant, il y a un petit bourgeon qui apparaît sur une branche de cet arbre-là. Le bourgeon va se transformer en fruit et il va mûrir pendant 10 ans. Et c'est le jour de ces 10 ans, lors d'une belle grande cérémonie sacrée, que l'enfant a le droit de cueillir son fruit, de l'ouvrir et de voir finalement le noyau au centre qui est en fait un cristal à pouvoir qui va lui donner un pouvoir magique. Alors, lorsque Zalou a 10 ans, il est excité, il a hâte de découvrir son cristal et lorsque la chamane du village ouvre son fruit, on se rend compte que la chair est pourrie, noire, visqueuse, il n'y a aucun joyau à l'intérieur du fruit. Donc, la chamane annonce que Zalou est l'enfant annoncé par la prophétie, celui qui pourrait sauver les humains d'un drame, la raison pour laquelle ils vivent sous des cloches dans des villages, et il doit partir dans le grand royaume de Mandrilla à la recherche de son cristal à pouvoir. Bien sûr, en chemin, il va faire la rencontre de plein de personnages intrigants, des animaux hybrides qui ont fusionné entre eux. Il va faire la rencontre de Charlot, le petit animal que vous voyez qui est un blairotte, un mélange de blaireau et de marmotte, puis également de Moucha qui sera son fidèle complice. Au-delà, bien sûr, de cette recherche initiale pour trouver un cristal avec un pouvoir, vous comprendrez que pour Zalou, cette belle grande aventure-là, c'est d'abord et avant tout un périple à la découverte de lui-même, de qui il est et de ses forces. Justement, tu as articulé ton histoire et le personnage de Zalou, mais les 4 tomes aussi, autour des recherches d'un psychoéducateur qui s'appelle Germain Duclos, qui a déterminé 4 composantes à la construction de l'estime de soi. Comment tu as tricoté ça de manière fictive, justement, dans Zalou? Bien, écoute, moi, c'est un plaisir pour moi lorsque j'écris de partir de recherches sérieuses, scientifiques. Alors, j'ai fait mes devoirs. Je me suis intéressée à l'estime de soi. Je ne voulais pas juste me lancer avec mes impressions de maman de 4 enfants. Donc, je suis tombée sur les travaux de M. Duclos, qui est un psychoéducateur québécois, dont j'ai trouvé l'approche fort pertinente. Et lui expliquait qu'il y a 4 piliers à l'estime de soi des tout-petits. Il y a tout d'abord le sentiment de sécurité et de confiance. Ensuite, il y a la découverte de soi, il y a le sentiment d'appartenance et finalement le sentiment de compétence. Et je me suis dit, tiens, ce serait chouette qu'à chacun des tomes, Zalou fasse l'acquisition d'une de ces facettes-là pour qu'à la fin de l'histoire, il ait une estime de lui-même plus solide, bien bâti. Mais je vous rassure, ce n'est pas du tout didactique, ce n'est pas surligné à grands traits non plus. Le roman se veut ludique, sympathique, un roman d'aventure. Je pense que les enfants ne s'en rendront pas vraiment compte, mais pour l'œil avisé de l'adulte qui lirait là, par-dessus l'épaule de l'enfant, c'est perceptible quand même que j'ai souhaité donc donner
ces différents piliers-là à Zalou tout au long de sa quête. Puis tu parlais tout à l'heure justement d'animaux fantastiques, de ces animaux qui se mélangent entre eux, entre des fois du végétal, etc. Donc un blairote, mélange de blaireau et de marmotte notamment. Mais il y a aussi une autre quand même donnée intéressante dont tu parlais dès le départ, c'est les fameux cristaux, les cristaux de Mandrilla. Donc pourquoi, d'où vient cette idée d'amener, de mettre des cristaux dans tes histoires? À la base, c'est que j'en suis folle. Je raffole de ces petites pierres colorées, brillantes, semi-précieuses. Mon premier souvenir des pierres semi-précieuses remonte probablement à l'âge Zalou. Donc, je devais avoir à peu près 10 ans. J'ai grandi dans un tout petit village et ma mère m'avait amenée au centre d'achat de la ville la plus près. Et il y avait un petit kiosque ambulant où un vieux monsieur vendait ces petites pierres-là. Et j'ai eu un coup de foudre. J'étais fascinée. Et même à l'âge adulte, il y a encore cette fascination-là. Je trouve fantastique de voir que notre planète, notre Terre produit de si beaux matériaux cachés sous nos pieds sans même qu'on ait à intervenir. Et au-delà de l'attrait que ça peut avoir sur moi, en fait, c'est que ça représentait pour moi la plus belle analogie que je pouvais faire concernant le message que j'avais envie de communiquer aux enfants. Hein, une pierre semi-précieuse à la base, souvent ça arrive sous forme de géode. C'est une roche toute bête, c'est terne, c'est banal, c'est quelconque. On pile là-dessus à longueur de journée et on n'y porte pas attention. Mais si on s'y arrête un peu plus longuement et qu'on craque une géode et qu'on regarde à l'intérieur, elle nous fait voir toutes ses beautés, tous ses mystères. Elle nous dévoile finalement le plus beau d'elle-même. Et je pense que c'est ça notre travail comme adultes, de montrer aux enfants à quel point ils sont beaux, à quel point ils ont des richesses qui vont leur permettre d'avoir un bel avenir. Et je peux le faire avec mes 4 enfants au quotidien, je peux le faire avec les élèves qu'on me confie à la commission scolaire, mais j'espère surtout pouvoir le faire à plus grande échelle avec Zalou, à travers cette quête d'un petit garçon qui va bâtir son estime personnelle. Je le fais bien sûr avec le roman, mais je propose également des ateliers en classe. Donc, je commence ça. Je suis très, très excitée à l'idée d'aller à la rencontre des élèves dans les classes grâce au programme La Culture à l'école. On a fait un site web également pour présenter Zalou et l'équipe d'Édito Jeunesse travaille actuellement pour mettre sur pied un guide pédagogique qui va permettre aux enseignants donc d'utiliser Zalou en classe du début jusqu'à la fin de l'année. Et je le vois en présentant mes ateliers présentement, le thème de l'estime de soi trouve vraiment écho chez les professeurs, non seulement dans le programme d'enseignement du ministère de l'Éducation, mais aussi dans le quotidien, dans ce qu'elles vivent avec leurs élèves, entre autres pour le passage de la 6e année au secondaire. Alors, je me croise les doigts pour que Zalou ait une belle vie. Je suis très, très, très enthousiaste. Merci infiniment, Josée, de ta confiance et on souhaite vraiment une longue vie à Zalou. Le premier tome est en librairie depuis la semaine dernière et le tome 2 sortira donc début novembre et les tomes 3 et 4 en cours d'écriture sortiront au printemps 2023. Bonne journée. Merci, Josée. Au revoir. Merci beaucoup, Josée. Alors, j'ai le plaisir maintenant de vous parler, de vous présenter un album illustré qui s'appelle « Juju dans mon cœur ». C'est le second album de Justine Laberge-Vaugeois, autrice, compositrice, interprète au sein du duo Alpha Rococo. Elle a redécouvert les plaisirs du dessin et de l'aquarelle pendant la pandémie et nous a offert l'année dernière un hérisson dans le bedon. À ce propos, je tiens simplement à vous remercier de l'accueil chaleureux que vous avez réservé à cet album, puisqu'on est aujourd'hui à un peu plus de 5000 exemplaires vendus. Alors, bonjour Justine, es-tu là? Oui, je suis là. Bonjour. Bonjour Justine. Donc, tout d'abord, bravo pour le succès du hérisson. Et après donc avoir abordé le thème de l'anxiété dans ce premier album, peux-tu nous parler du thème que tu abordes dans Juju dans mon cœur? Oui, bien d'abord, moi, je suis une maman de 2 enfants. Marine, qui a 7 ans, qui est le personnage principal du Hérisson dans le bedon, et Luna, qui a 4 ans. Donc, quand j'ai écrit le premier album, Le Hérisson dans le bedon, puis que je l'ai illustré, pour moi, c'était évident. Tu sais, je l'ai fait pour ma fille qui avait une problématique par rapport à l'anxiété. Ensuite, bon, si je voulais continuer à faire des albums, j'essayais de trouver mon inspiration. Puis mon inspiration, évidemment, elle vient beaucoup de ma famille, de mes enfants, des problématiques qu'elles peuvent vivre. Puis
ben, comme la problématique de l'anxiété était vraiment sur Marine, Luna, j'ai essayé de chercher quelque chose qui pouvait l'aider elle aussi, qui était peut-être vraiment présent dans son quotidien. Puis, moi et mon copain, avant d'avoir des enfants, on a eu un autre sorte d'enfant. C'était un chien saucisse, un teckel. Puis, malheureusement, qui est décédé quand la plus jeune avait 2 ans. Donc, c'est des souvenirs qui sont flous pour elle, mais il y a des photos du chien dans la maison. Elle se rappelle un petit peu du chien. C'est quelque chose que, en fait, Juju existe dans la famille encore parce que Luna parle toujours de Juju chaque jour. Donc, je me suis dit, c'est une évidence, il faut que je parle de... Il faut que le livre traite de Juju, de Luna qui nous présente son chien. Puis finalement, à travers ma réflexion, je me suis dit, bon, mais pourquoi pas faire un livre qui traite doucement, à travers un animal de compagnie, du deuil qu'un enfant peut vivre, qui peut être quelque chose qui est quand même difficile à comprendre pour un enfant. Tu sais, moi, ma fille, que le chien soit parti, moi, j'expliquais à Luna que le chien était parti, qu'elle ne reviendrait pas, puis elle me demandait tout le temps, mais elle est où? Si elle est partie, quand est-ce qu'elle va revenir? Comment ça se fait qu'elle ne revient pas? Donc, voilà, j'ai fait un livre pour présenter Juju, puis essayer sans répondre vraiment aux questionnements de Luna, essayer de l'apaiser, puis de lui faire comprendre que, bon, non, Juju ne reviendra pas, mais elle est encore là, bien vivante, parce qu'on parle d'elle au quotidien. Quand justement Luna a découvert son livre, puisque c'est un peu le sien, Marine avait le premier, Luna, ça a été quoi sa première réaction quand elle l'a tenu entre les mains? Bien, il y avait une injustice là, grave, là, que Marine ait son livre, que Luna n'ait pas le sien, puis elle en parlait souvent. Puis, ben, entre le moment où mon livre a été terminé puis où je l'ai reçu, il s'est quand même passé un petit bout de temps où Luna, je veux mon livre, j'ai hâte d'avoir mon livre. Donc, évidemment, quand elle l'a reçu, puis qu'elle l'a vu, puis qu'elle l'a ouvert, elle était complètement... était excitée. Mais d'ailleurs, j'ai mis une vidéo sur mes réseaux sociaux de mon groupe de musique Alpha Rococo, puis sur ma page personnelle aussi, où on voit, sur Instagram, en fait, je l'ai mis, où on voit Luna qui ouvre l'enveloppe puis qui sort le livre, puis sa réaction. C'est là que j'ai reçu le plus de messages, c'est par rapport à ta réaction à elle, qui est comme tellement intense, elle était tellement heureuse. Puis, ce que je trouve beau aussi, c'est que dans sa tête, tu sais, la perte du chien, c'était comme je vois ça comme un puzzle qui était comme en morceaux complètement disparates, éparpillés. Tu sais, elle avait des souvenirs, mais c'était pas clair. Là, avec cette histoire-là, j'ai tout remis en place. Le avant, que les enfants naissent, quand Juju est arrivé dans notre vie, qu'est-ce que Juju aimait, qu'est-ce qui nous fait penser à elle, où est-ce qu'elle pourrait être. Puis là, ça s'est replacé, puis on dirait que c'était comme, ben, sa réaction, c'est sûr que c'était un wow, mais c'était aussi comme un baume, c'était un peu réparateur pour elle de comprendre qu'est-ce qu'il y en est. OK, elle ne reviendra pas, mais elle peut être quand même vivante avec nous. Donc, ça, c'est... Puis, évidemment, on n'a pas juste perdu un chien, il y a des membres de la famille au fil du temps qui sont partis. Elle n'a pas connu son papy, le père de mon chum. Puis elle en parle souvent aussi. Donc, je trouve que c'est beau parce que ça nous le fait vivre encore. Tu sais, nous, on y pense évidemment à lui, mais elle en parle vraiment beaucoup. Donc, elle comprend que plus on parle des gens qui sont partis, plus ils restent vivants avec nous. Et puis, ben, j'ai perdu mon grand-père aussi l'année dernière. Donc, je trouve que ce livre-là, il permet de replacer les petits morceaux cassés puis juste d'être un peu un outil réparateur. Tu m'as coupé plein de questions, je pense que tu as vu très bien, c'est parfait, c'est exactement ça, le thème un peu plus élargi, justement, pas juste entre guillemets Juju, mais vraiment qui peut rejoindre des familles et qui viennent de perdre des êtres chers. Après 2 ouvrages, est-ce que tu vois des habitudes de création se mettre en place chez toi? Parce que il y a eu Marine, il y a eu Luna, bon là, à ce que je sache, tu as juste ces 2 filles-là. Alors, j'espère que tu ne vas pas t'arrêter à si bon chemin. Donc, est-ce que tu as le goût de donner de trouver d'autres sujets? Bien, les enfants, il y en a partout autour de nous. Nous, on a une ruelle verte en arrière de chez nous. Il y a des enfants qui courent toute la journée, ça cogne à notre porte chaque jour. C'est une source d'inspiration infinie. Je réalise que mon carnet, dans mon téléphone, j'ai une section
idée de livre et puis c'est déjà, il y a plein d'idées. On vit toutes sortes de choses, donc moi, je prends des notes. Mais je réalise aussi que le premier livre, Le hérisson dans le bedon, j'ai reçu énormément de témoignages de parents, d'enseignants, même de grands-parents qui me disaient « Merci pour ce livre-là, ça a aidé mon enfant à calmer son anxiété. C'est un bel outil. » Puis j'ai l'impression que le deuxième pourrait faire ça aussi, être un bel outil pour les enfants qui vivent le deuil ou qui vont vivre le deuil. Donc, j'aimerais ça. Je me rends compte que ce que j'aime le plus au monde, c'est faire du bien aux gens. Donc, c'est ce que j'aimerais faire à travers mes livres. Donc, mes habitudes, bien, ça serait d'essayer de trouver des sujets qui peuvent être une source d'apaisement pour les enfants. Puis, évidemment, j'adore les animaux, donc je vais sûrement continuer à mettre des personnages à illustrer mes petits animaux pour... Merci beaucoup, Justine. Pour terminer, je pense que tu es une artiste aux multiples talents. C'est aussi, donc, tu es musicienne. Et donc, dans le hérisson, à la fin, tu avais mis un code QR sur lequel on pouvait télécharger une petite chanson pour l'hérisson dans le bedon. Bien évidemment, tu as fait la même chose pour notre plus grand plaisir avec Juju. Donc, on va vous laisser avec un petit extrait de cette chanson-là. Je veux juste dire que Juju, elle chantait beaucoup. Tu sais, on l'amenait en tournée partout avec nous. On voit l'image qu'on voit présentement, il y a une vraie photo d'elle à la fin. On va la voir. Oui, on va la voir. Puis cette journée-là, on était en train de faire une pré-production de spectacle dans une grande salle, puis elle avait mis ses pattes sur le clavier. Ça faisait un accord. Le son, c'est comme... Il y a certaines notes qui la faisaient chanter. Elle s'est mise à chanter dans le micro. Ça revenait par le moniteur. Ça a dû durer 15 minutes, là, le chant. On l'a enregistré. Puis il y a des bouts de ça qui sont dans la chanson. Quand on entend dans le pont musical, dans la chanson, un chien, ben, c'est la vraie Juju qui chante. Merci beaucoup, Justine. Moi, j'ai inventé une chanson qui parle de mon chien Juju et qui m'aide à jamais l'oublier. Veux-tu la chanter avec moi? Juju, tu es mon chien chouchou, tu me suis partout, tu es dans mon cœur. Juju, je me souviens de tout, tu chantais comme l'eau. Tu restes dans mon cœur. Je t'ai cherché partout dans le ciel. Dans mon cœur, tu restes éternel. On rigole bien en se rappelant de nos balades dans le vent. Tu es mon chien chouchou, tu me suis de partout, tu es dans mon cœur. Je pense que c'est un vrai petit verre d'oreille. Alors, merci Justine, merci à toutes et à tous pour votre écoute et votre soutien au fil des saisons. Et je passe désormais la parole à Gilda Routy qui va vous présenter 2 autres albums éditos jeunesse. Bonne rentrée à tous. Alors, on va avoir pendant toute la journée, j'imagine, la mélodie de Juju dans la tête, ça c'est certain. Après, livres et chansons et musique, ben, je vous propose livres et art. J'imagine que les personnes qui sont derrière leur écran connaissent Marie Baridjian, qui a travaillé chez Gallimard, qui est animatrice jeunesse, qui est autrice aussi de livres dans différentes maisons d'édition, mais chez Édito, elle a publié La Chambre d'Adèle et Riopelle, l'artisan magicien. Et Marie, c'est une bricoleuse, elle a fait des études d'histoire de l'art et elle a un talent absolument incroyable et chaque fois qu'elle nous présente un livre, elle arrive avec sa petite maquette et c'est ce qui est arrivé pour ce superbe livre sur Alfred Pellan, Le secret d'Alfred. Peut-être, je ne sais pas si, je ne vois pas Marie. Marie, tu es là? Oui. J'arrivais, ouais. Oui, super. Donc, ce que je disais, Marie, après Riopelle, tu t'es penchée sur le travail, l'œuvre d'Alfred Pellan.
je pense que ce serait bien que que tu dises pourquoi Alfred Pellan et pas d'autres peintres. Dieu sait que Erwan et moi, on t'a soufflé le nom d'autres peintres, mais c'est celui-là que tu as décidé de mettre en scène dans ce nouvel album. Là, j'ai l'oreille de ouh, ouh. Tout le monde va la voir. Ouais, en fait, je trouve que d'abord, l'univers de Pellan est un univers qui peut être très, très proche des enfants. C'est aussi, au niveau de l'intérêt du peintre en lui-même, c'est un maillon manquant avant toute la génération Borduas, Riopel, parce qu'il est parti avant eux, il est revenu à cause de la guerre, et c'est lui qui a rapporté le surréalisme au Québec. Donc, il a vraiment un rôle très, très important à jouer. Et à partir de là, il a fait de son univers et de sa vie quotidienne une œuvre d'art. C'est-à-dire qu'il a pris du surréalisme, le côté déjanté, joueur, poétique, créateur, et même, enfin, toute sa maison, d'ailleurs, la photo que tu as mise ici le montre bien, il a rempli sa maison de bestioles et tous ces objets du quotidien, il les transformait, il les métamorphosait. Donc, c'est sa façon de travailler, au fond, qui a inspiré beaucoup la façon dont moi, j'ai travaillé sur ce livre pour le présenter aux enfants. Tout le côté, l'univers déjanté, très coloré, ces façons de l'acte créateur, en fait, que je trouvais simple d'amener aux enfants grâce à ce peintre, cet artiste protéiforme, parce qu'il a fait des murales, il a fait de la peinture, de la sculpture, il a fait des grandes fresques, il a fait du découpage, du modelage, enfin, il a touché à beaucoup de formes artistiques. Et alors, ce qui est intéressant, donc je disais, Marie, avec ton petit carnet quand tu es arrivée pour nous présenter le Pellan, la facture du livre, la façon dont tu as travaillé ce livre est complètement différente de celle de Riopel. Alors, tu aimes à dire qu'à chaque peintre, il faut une maquette, un livre différent. On est moins dans le documentaire, on est plutôt dans le travail sur l'œuvre de Pellan. Et d'ailleurs, tout de suite, un des passages qu'on a choisi, c'est dans la tête d'Alfred. Et j'aime beaucoup cette vache. On s'est beaucoup amusé à la faire le long de la page. Donc, tu pourrais dire peut-être, Marie, quel a été ton choix? Comment tu as décidé? D'abord, ce livre s'adresse à des enfants plus jeunes. Oui, plus jeunes. Que le livre sur Riopel, on le voit bien. Ouais. C'est un livre drôle. Il y a beaucoup de bêtes. Donc, peut-être tu pourrais dire quel a été le choix que tu as fait. Oui, absolument. En fait, j'ai justement, par rapport à ce que je viens de te dire, sur le côté joueur créatif, amusant et un peu déjanté de Pellan, et surtout la grande liberté qu'il a, je voulais amener les enfants là-dedans. C'est un peu comme si j'avais pris un enfant par la main, puis qu'on avait défilé dans son atelier pour lui montrer ceci ou cela. Et donc, d'ailleurs, je tutoie l'enfant. C'est vraiment le texte qui nous conduit à qui relie les œuvres d'art, en fait. C'est le texte qui relie les œuvres d'art, comme par exemple ici, tu vois, je commence une phrase, et maintenant, écarquille bien les yeux, avec Alfred, il faut s'attendre à tout, car s'il dessine et peint des choses qui existent, comme devine, c'est facile, ou encore devine, c'est facile aussi, tu vois. Il y a vraiment un petit jeu dans le texte pour l'amener à regarder les œuvres. Évidemment, il y a beaucoup d'œuvres sur lesquelles j'ai sorti des détails. On va les retrouver à la toute fin du livre, bien sûr, pour que à chaque fois, je pointe des choses qui soient un peu étonnantes, un peu surprenantes et amusantes pour les enfants. Et puis, il y a le scoop du secret, évidemment. En fait, mais ça, on n'en parle pas, là. On n'en parle pas. Mais on n'en parle pas. Mais c'est vrai mais c'est vrai que tout le long du livre, on s'achemine vers ce secret. J'espère qu'on n'a pas mis la dernière page, Jean-Baptiste, parce qu'on dit qu'on n'en parle pas. Mais je pense que non. Mais peut-être, Marie, aussi, ce qui est intéressant dans ce que tu veux faire découvrir aux enfants, c'est entre ce qui existe et ce qui n'existe pas. Et qui existe, même ce qui n'existe pas, à partir du moment où on dit qu'il existe, ça existe, la création. C'est vraiment ça que je veux faire comprendre aux enfants. Donc, le monde qui existe dans ta tête, on a l'impression que ça n'existe pas, mais à partir du moment où tu l'écris, où tu le dessines, où tu le sculptes, où tu le composes, en fait, c'est toute la démarche de l'art en général, au fond, que j'essaye de montrer aux enfants. Donc, entre ce qui existe et ce qui n'existe pas, c'est très poreux, parce qu'à partir du moment où toi, tu vas décider qu'il existe en le dessinant,
en le chantant, l'écrivant, ben ça existe, ça a un sens parce que ça a pris corps dans un dessin, dans un texte ou dans une chanson. Et c'est vraiment la petite partie philosophique du livre, mine de rien, dans un trait humoristique. Mais c'est vraiment ça, c'est pour ça que j'avais mis cet exemple avec une empreinte. Voilà, je t'ai dit, oh, regarde la trace de doigt que tu as laissée sur le mur en rentrant. Et hop, Alfred l'a transformé en petit monstre moustachu. Un petit monstre moustachu, a priori, ça n'existe pas. Mais si, ça existe puisque il a été dessiné. Donc, ça, qu'est-ce que l'existence? Qu'est-ce qui prend vie ou pas? Et qui s'anime sous le crayon. Ouais. Marie, depuis plusieurs années, ton travail et cette volonté de dire que l'art, on peut le faire découvrir aux enfants, quel que soit leur âge, et on voit bien avec ce livre, mais il faut que nous, comme adultes, on soit moins gênés, on soit un peu libérés, parce que souvent, on se dit oh, « je ne connais pas Pellan, je ne sais pas grand-chose de l'histoire de l'art ». Mais je trouve que c'est ça qui est intéressant dans ton travail, c'est que tu nous décomplexes pour pouvoir parler de l'art aux enfants. J'espère en tout cas, parce que non, mais c'est vrai ce que tu dis, Gilda. Oups, attention. Non, mais c'est parce que en fait, mais c'est pas grave, Jean-Baptiste. J'ai dit qu'on ne mettrait pas la surprise, mais vas-y, mets la surprise. Je crois qu'il faut mettre la surprise. Ben, oui, la surprise, c'est ça. Et bon, j'ai fait un petit document pédagogique puisque je ferai probablement des ateliers avec ce livre, mais je vais revenir à ta question, Gilda. Puisqu'on arrive dans Le secret d'Alfred, c'est que Alfred Pellan a fait une série sur les Pères Noël absolument extraordinaire. Mais regardez la modernité de cette image, et il y en a plusieurs sur la série du Père Noël. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, il faut que ce Père Noël soit là. Donc, c'est ce qu'on va découvrir à la fin, que le Père Noël n'est pas seulement un donneur de cadeaux, mais un grand artiste. Et oui, Gilda, tu as raison, il faut qu'on puisse avoir confiance en soi et rentrer dans une œuvre d'art. Il y a énormément de démarches dans les musées maintenant pour ça, c'est-à-dire pas besoin de connaissances, faire marcher son regard, apprendre à regarder, à travailler notre œil dans l'image, apprendre à jouer avec ses sensations, ses propres feelings devant une image. À quoi elle fait écho, qu'est-ce qu'il y a comme résonance dans cette image, est-ce que c'est les couleurs, est-ce que ce sont les formes, est-ce que c'est le mouvement du Père Noël, qu'est-ce que ça nous rappelle, et à partir de là, on commence à rentrer un peu plus dans l'image. Si on veut en savoir plus, tant mieux, on va creuser, mais il n'y a vraiment pas besoin, je pense que là, c'est vraiment pour ça, pour parler, interroger, dialoguer. Il n'y a aucun artiste qui a fait des œuvres d'art pour qu'elles restent figées dans un musée et qu'on la regarde comme une œuvre religieuse avec ce respect comme ça. Non, c'est vraiment pour dialoguer avec l'être humain, questionner l'être humain, ses émotions, mais aussi ça peut être des choses beaucoup plus philosophiques ou même sociales. Donc, voilà. Et alors, ce qui est intéressant avec les livres sur l'art, c'est que l'accompagnement du livre se fait aussi par le travail plastique, le bricolage que l'on peut faire avec les enfants. Donc, ce livre sort la semaine prochaine. C'est le nouveau secret d'Alfred. Je te demande pas, Marie, on le sait déjà, mais on va garder un autre secret. C'est sur le prochain livre. Alors, on nous demande quel âge, Marie? Moi, je pense qu'à partir de 4-5 ans, c'est… 4 ans. 4 ans. C'est un livre avec lequel on va étonner les petits de 4 ans parce que le texte est vraiment simple et vraiment très abordable à 4 ans. Et puis, pourquoi pas montrer déjà de l'art à des enfants de 3-4 ans? Enfin, moi, j'ai fait des ateliers pour les bébés dans des musées et ça marche très bien. En fait, les enfants travaillent sur les lignes, sur les couleurs, leur regard vraiment se met en mouvement grâce au monde de l'art et c'est les enrichir constamment de nouveaux de la richesse visuelle que le monde et les hommes ont créée au fil des années, des siècles, des millénaires. Alors voilà, je continue sur ce trajet. Merci beaucoup, Marie. Et donc, chez Édito aussi, cet automne, nous allons sortir… alors, on a eu la musique, on a eu l'art plastique et maintenant, il y a le théâtre. Parce que peut-être vous vous rappelez que Sophie Fauché, à travers le Québec, elle continue encore à faire une grande tournée autour des lettres de Frida Kahlo. Et donc, nous sortons cet automne une compilation des 2 livres qu'elle a fait
avec Cara Carmina, donc une compilation. Et cette fois-ci, on aura en un seul livre, grand format, toute la vie sur Frida Kahlo. Et bien, je vous souhaite une bonne rentrée à tous et à toutes. Merci beaucoup, Gilda. Écoutez, c'est vraiment un programme extraordinaire que Édito nous réserve là. Que dire, on passe de la musique à l'art, au théâtre avec Frida. Et ben, en fait, on va rester un peu dans cette même lignée avec les éditions en fait, du Passage, qui ont été fondées en 1999 par Juliette Duchâtel et qui se veulent d'abord et avant tout un espace de rencontre. Des rencontres entre des artistes, des peintres, des dessinateurs, des sculpteurs, des photographes, des auteurs, des poètes, des illustrateurs, bref, des talents à découvrir et redécouvrir. En 2019, les éditions du Passage lançaient leur premier album destiné à la jeunesse avec la collection Famille. Au cœur de cette collection, un désir sincère d'amener les jeunes lecteurs à découvrir des formes d'expression littéraires, artistiques, visuelles, qui s'unissent et s'enrichissent pour créer des albums foncièrement différents et tout simplement inclassables. Cette année encore, Julia et son équipe nous reviennent avec un album intelligent et unique en son genre. Il était une fois un mot de Nicolas Lauzon et Marie-Jo Denis. Un album qui se trouve quelque part entre l'abécédaire, le recueil de poésie et l'ouvrage de linguistique. Étrange, me direz-vous? Oui, un peu, mais tellement fascinant. Ça a été un de mes coups de cœur de la programmation de cet automne. Il était une fois un mot est né d'un désir commun de Nicolas et Marie-Jo d'amener les jeunes lecteurs à démystifier les mots et à explorer la poésie de façon tout à fait inattendue. Poète confirmé, Nicolas Lauzon a publié déjà 4 recueils de poésie aux éditions du Passage. Il est aussi enseignant au primaire à Rouyn-Noranda. Il est passé par le Gabon, le Sénégal. En ce moment, il est au Nunavik. Et Marie-Jo Denis, en fait, est sa compagne dans la vie. Elle est linguiste de formation et partage avec son conjoint l'amour des mots et ce qu'ils éveillent chez le lecteur. Leur album est tout simplement un hommage et une ode à la beauté des mots. Et je vais en fait vous lire la page d'introduction de l'album qui va tout de suite vous donner une idée de où est-ce qu'on s'en va avec « Il était une fois un mot ». Vous avez le visuel là, qui est créé pour chacun des mots qui est exploré ici. Donc, pour nous, les mots sont de véritables héros. Avant d'arriver jusqu'à nous, ils ont vécu 1001 aventures, à travers temps et cultures. Certains se sont battus sur tous les fronts. Certains ont bourlingué sous les ciels étoilés, pendant que d'autres, plus sages, ont préféré pousser au creux des forêts. Mais peu importe son origine, chaque mot porte sa propre histoire. Laisse-nous ici t'en raconter quelques-unes. Il était une fois un mot. Il était une fois un mot que Nicolas Lauzon aurait souhaité très fort vous présenter lui-même. Il aurait aimé être en direct avec vous, chers libraires et bibliothécaires. Mais bon, il enseigne présentement dans une petite école du nom d'Arsenic, dans la ville de... Un nom totalement imprononçable que je ne veux pas massacrer ici, mais qui est situé en fait au Nunavik. Donc, sa connexion Internet, elle était très, très mauvaise. Donc, on ne pouvait pas avoir un entretien avec lui en direct. Mais il vous a concocté une petite vidéo que voici. Chers libraires, il était une fois un mot, un livre construit un peu sous le concept du mini-wheat. Alors, un côté givré, un côté un peu plus sérieux. Comme le dit le titre, ça raconte l'histoire des mots, alors de certains mots. Et chaque mot est présenté, est raconté à travers un poème. Le côté givré, un peu plus ludique, un peu plus amusant.
Et chaque poème, lui, est bonifié par un encadré linguistique, donc côté un peu plus scientifique, mais jamais dans le ton scolaire, jamais pesant, toujours un ton qui s'adresse aux enfants. Donc, on pense que c'est un livre qui offre une expérience de lecture assez unique, donc tant une initiation à la poésie qu'une initiation à l'histoire de la langue. C'est un livre aussi qui s'adresse à un large public, c'est-à-dire que le jeune lecteur accompagné de son parent, les deux vont y trouver leur compte, tant le parent que l'enfant. L'enfant, le lecteur un peu plus averti, va pouvoir fonctionner de façon autonome, faire ses propres découvertes. Et on pense aussi que c'est un livre qui a un fort potentiel scolaire. Donc, un enseignant avec un tel livre entre les mains peut initier ses élèves à la poésie et peut aussi l'utiliser comme déclencheur pour une panoplie de projets, tant en géographie, en histoire, en français et bien évidemment toujours en poésie. Sur le plan visuel, c'est aussi, nous pensons que c'est un livre qui est unique, qui offre une image qui va stimuler l'imaginaire des enfants. Donc, je vais laisser Julie et Julia vous en parler. Là, ils sont mieux placés que moi pour ça, mais je pense que sur le plan visuel aussi, le livre est très, très intéressant. Donc, bref, c'est pas compliqué. Nous croyons que c'est le cadeau de Noël idéal. Donc, je vous laisse sur un court extrait. Je vais vous lire le poème qui raconte l'histoire du mot comète. Donc, et voilà, c'est parti. Comète. Il y a longtemps dans la Grèce antique, un astronome curieux étudiait le ciel d'un œil sérieux. Pendant qu'il s'assurait que chaque étoile était bien à sa place, une boule de feu traversa la nuit, laissant derrière elle une traînée de flammes rebelles. Il s'exclama aussitôt « Voilà une découverte à nommer parmi les merveilles de la Voie lactée. » Inspiré par cette chevelure céleste, il la baptisa Cométès, chevelu, un nom sur mesure pour cet astre à la crinière d'azur. Alors voilà, c'était un court extrait. Je vous remercie de votre écoute. J'espère que le livre va vous plaire. Nous, on a eu beaucoup de plaisir à le faire. Donc, je vous embrasse, toute l'équipe des éditions du Passage. Je salue les libraires. Merci beaucoup et au plaisir. Donc, on remercie en fait Nicolas pour ce très bel extrait vidéo. Puis je tiens à vous mentionner en fait que pour les enseignants du 3e cycle du primaire et du 1er cycle du secondaire qui seraient intéressés à présenter Il était une fois un mot à leurs élèves et à travailler le livre en classe, les auteurs et l'équipe éditoriale des éditions du Passage ont développé un dossier pédagogique qui est quand même très complet et qui propose plusieurs activités autour du livre, donc des activités de discussion, de vocabulaire, d'art et d'écriture, et j'en passe. Là. Donc, c'est très, très varié comme dossier pédagogique et ce que vous pouvez faire avec l'album. Donc, n'hésitez pas à en faire la demande et surtout, amusez-vous à aller toujours plus loin avec les mots. Continuons maintenant notre chemin avec les éditions Fides et accueillons David Sénéchal, qui est le directeur éditorial depuis 2019. Et pour notre plus grand plaisir à tous, il est aussi à l'origine de la relance du secteur jeunesse chez Fides. David, est-ce que tu es avec moi? Je suis avec toi, Marlène. Bonjour tout le monde. Bonjour. Écoute, bienvenue. Et dis-nous, en fait, David, ça fait maintenant presque 3 ans que Fides propose à nouveau des titres pour la jeunesse, tant du côté du documentaire avec les 6 albums de la préhistoire du Québec et du côté du roman avec Anya, Eléalix et Zipolaris. Comment ça va? Ça va très bien. On est franchement très heureux évidemment des différentes séries littéraires qu'on a publiées au cours des derniers mois, content de leur qualité, content de l'accueil des libraires, mais surtout content aussi de l'accueil des lecteurs. Et ça, je pourrais vous en glisser un mot un peu plus loin dans la présentation. Il n'y a rien de plus stimulant pour un auteur, pour un éditeur aussi, de savoir que les livres, finalement, sont appréciés autant par les libraires, les bibliothécaires, mais surtout par les jeunes, ceux à qui on destine évidemment ces livres-là. Donc, la politique éditoriale, ou en fait l'orientation éditoriale de Fides Jeunesse, elle est somme toute assez simple, mais diablement efficace.
Du côté de la littérature jeunesse, on s'attaque à deux grands pôles éditoriaux, donc la littérature jeunesse chez les 9 à 12 ans environ, et la littérature ado, dont je vous présenterai un premier titre d'une nouvelle collection, qui n'a pas de nom de collection parce qu'on le travaille vraiment indépendamment les uns des autres, donc qui va paraître cet automne. Du côté de la littérature jeunesse pour les 9-12 ans, la proposition elle est très, très simple. Nous proposons simplement, efficacement aux jeunes lecteurs des romans d'aventure où les enfants, donc les personnages principaux de ces romans-là, sont plus grands que nature. En fait, c'est des personnages qui sont à hauteur d'adulte, à hauteur d'homme avec un grand H. Dans toute cette proposition-là, dans les différents romans, que ce soit dans Anya de Sarah Degons, que ce soit dans la série Elle et Alix de Audrey Archambault, que plusieurs d'entre vous évidemment connaissent, entre autres pour sa série CSI Ruelle, et aussi Zipolaris, je vous en glisserai un mot un peu plus loin, de Jean-Louis Blanchard. Donc, dans toutes ces œuvres-là, dans toutes ces séries-là, ce qu'on propose, c'est des personnages qui prennent en quelque sorte la place des adultes, autant en autonomie, en suspense aussi, parce qu'on fait vivre avec ces personnages-là, évidemment, des aventures qui sont complètement hors normes. On amène donc les lecteurs, les jeunes, dans des univers qui sont parfois fantastiques, parfois plus réalistes, mais chose certaine, on offre des histoires d'aventures haletantes, trépidantes pour les jeunes lecteurs. Souvent, ces ouvrages-là, donc en littérature jeunesse chez FIDES pour les 9-12 ans, peuvent être vus aussi comme des ouvrages, des lectures de transition entre le primaire et le secondaire. Donc, c'est des ouvrages qui sont souvent un petit peu plus costauds de ce qui est offert sur le marché, un peu plus de mots, un vocabulaire qui est parfois un peu plus soutenu. Mais c'est des œuvres qui sont justement bienvenues pour plusieurs niveaux de lecture et avec des aventures qui sont absolument incroyables. Donc, Anya, tome 1 et tome 2, il y a un tome 3 à venir à l'hiver. Et les Alix, tome 1, tome 2 et le tome 3, le tome 3 qui est à venir à l'hiver aussi. Et Zipolaris, qui nous occupe un petit peu plus aujourd'hui. Donc, Zipolaris de Jean-Louis Blanchard, le tome 2 qui est à paraître cet automne. Jean-Louis Blanchard, il y en a peut-être déjà parmi vous, évidemment, qui connaissent, parce que Jean-Louis Blanchard est un auteur à succès avec sa série pour adultes, série de polar pour adultes, Bono et la mouche, qui remporte un succès formidable chez les lecteurs. Est arrivé donc l'année dernière avec une série jeunesse, Zipolaris, donc une série sur laquelle il travaille déjà depuis plusieurs années, qui voit finalement le jour. Et c'est un roman fantastique, rempli de suspense, où un jeune garçon, Nat, donc, est confronté à une petite bande de zipoïdes, donc des êtres venus d'un autre monde, et qui causent bien les ennuis à Nat. Nat va s'attacher à ces petites bêtes-là qui sont franchement rigolotes, mais sera confronté donc à une situation qui est dangereuse pour Nat, et il devra donc, après s'être attaché à ces petites bêtes-là, devra tenter de sauver ces zipoïdes qui sont menacés par des êtres étranges qui parfois pénètrent dans notre monde à nous. Et Nat devra, lui, de son côté aussi, aller dans le monde des zipoïdes pour les sauver. Fantastique série. On mélange l'humour, le suspense et surtout l'épouvante aussi. Puis, comme le hasard fait bien les choses, puis le tome 2 sera disponible pour l'Halloween, donc parution fin septembre, début octobre. Et aussi, évidemment, donc il y a deux volets aux jeunesses chez FIDES, le volet littérature, je viens d'en parler, et le volet documentaire. Le volet documentaire, vous connaissez probablement tous la série La préhistoire du Québec, qui compte désormais 6 tomes, des albums de très, très, très grande qualité qui abordent toutes sortes de connaissances pour les jeunes du primaire de 8 à 11-12 ans environ. Ça peut être lu en accompagnement pour les plus jeunes, mais tout à fait de manière autonome pour les un petit peu plus vieux. Et on aborde donc toutes sortes de savoirs, toutes sortes de connaissances croisées, que ce soit l'histoire, la biologie, la géographie, la science en général, et toujours mis en parallèle avec l'histoire du Québec, l'histoire géologique du Québec, l'histoire sociale du Québec. Tout ça est mis en parallèle, ce qui fait en sorte que l'enfant peut se repérer dans le temps
et sur la planète à l'aide de repères qui lui sont propres, donc propres à ceux du Québec. Formidable série. Je vous annonce déjà qu'il y aura une nouveauté de ce duo, Patrick Couture et Martin PM aux illustrations. Donc, il y aura une nouveauté à l'hiver qui abordera celui-ci, l'évolution humaine. On sort un petit peu de la préhistoire du Québec, mais on va vraiment s'attarder à l'évolution humaine en général, donc de la première cellule jusqu'à nous, humains, aujourd'hui. Ça va pour l'orientation éditoriale, ce qui s'est fait les Polaris, dont le tome 2 va paraître sous peu. Et je poursuis avec un ouvrage, franchement, et là j'ai un peu d'émotion évidemment à chaque fois que j'en parle, c'est le roman posthume de François Blais, auteur que vous connaissez certainement, qui est décédé au printemps dernier. Et François Blais nous avait confié, il y a déjà un an, un roman pour adolescents. Et c'est là que Fidas fait son incursion dans la littérature pour ados. Donc, François nous avait confié ce roman-là, un roman qui est très, très fort. Donc, François Blais, vous le connaissez, auteur d'une quinzaine de romans, les jeunesses, nouvelles, récipiendaire de plusieurs récompenses, dont le prix du Valeur général et le prix des libraires du Québec pour son roman Jeunesse, la Panélar. Donc, terminé au printemps 2022, François avait mis un point final à son texte au printemps 2022, quelques semaines à peine avant son décès. Et ce roman-là, Le garçon au pied à l'envers, raconte l'espace d'un été, le passage obligé, où le réel s'entremêle avec l'imaginaire de l'enfance. C'est très habile. C'est un roman profond sur les amitiés contrariées, le mensonge, les trahisons, les préjugés, les faux semblants. C'est franchement réussi. Donc, François a décidé de s'adresser à un public un petit peu plus âgé que la Cadella, qui s'adressait à environ 10-11 ans. Ici, on fait le saut vraiment dans la littérature ado, et qui saura plaire, j'en suis convaincu, en tout cas moi, je me suis régalé de cet ouvrage-là, qui sera assurément plaire aussi au public adulte et évidemment aux lecteurs invétérés de François Blais, qui a son style évidemment particulier, bien singulier. Alors, pour résumer rapidement l'histoire, c'est l'histoire d'une jeune adolescente, Adrienne, 14 ans, qui s'aperçoit de la disparition de sa petite voisine. Donc, aidée de son amie Léonie, elle part à sa recherche à travers le microscopique village de Saint-Sévère, donc un village qui est évidemment constitué de champs, de fermes et de maisons très éparses sur ce grand territoire. Donc, au-delà des textos étranges qu'Adrienne reçoit, s'invite dans cette histoire-là un vieil ami d'enfance au penchant cruel et un chasseur de démons. Alors, il y aura des événements troublants, paranormaux, qui vont s'enchaîner jusqu'à un dénouement franchement étonnant. Alors, c'est du François Blais pur. C'est efficace. François réussit un tour de force en abordant un moment charnière de la vie des adolescents, ce passage de l'enfance à l'âge adulte, où on est vraiment à cheval entre l'imaginaire, entre le concret, le réel, les préjugés. C'est franchement très, 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 très bien mené. Et je me permets de vous lire un court extrait qui présente Adrienne et Joé, sa petite voisine, qui disparaît. Alors, ça va comme suit. Adrienne avait connu Joé l'automne précédent. Un matin d'octobre, elle avait aperçu cette jeune fille maigre et pâle debout près de la boîte aux lettres qui lui collait à son cellulaire. La petite était restée là durant 2 ou 3 heures, puis était revenue le lendemain et tous les jours suivants. Adrienne avait fini par comprendre qu'elle venait pour capter le signal Wi-Fi, le réseau familial n'étant pas protégé par un mot de passe. À quoi bon quand les seuls êtres vivants dans les alentours sont des renards, des coyotes et des oiseaux? Joé était la voisine d'Adrienne, mais il faut prendre ce mot avec son acceptation rurale. Les demeures étaient tout de même situées à un bon kilomètre l'une de l'autre. Un jour où il tombait les cordes, Adrienne était sortie, s'était approchée de la petite fille et lui avait dit « Tu devrais t'installer sur la galerie. Le réseau est meilleur si tu es plus proche de la maison. En plus, tu vas être à l'abri de la... » Prise au dépourvu, Joé avait commencé par faire l'innocent. Elle avait bafouillé un quelconque mensonge pour justifier sa présence, puis avait tourné les talons. Adrienne avait emboîté le pas et s'était présentée. « Je m'appelle Adrienne, mais mes amis m'appellent souvent Adi. Toi, c'est quoi ton nom? » Joé n'avait pas répondu. Elle avait honte de son nom de garçon, qui n'était même pas un beau nom de garçon. Lors de sa première année d'école, chaque fois qu'on lui avait demandé comment elle s'appelait,
Elle avait menti et répondu Clara ou Maëva. Les autres enfants avaient évidemment fini par découvrir la vérité. Ils avaient surtout découvert que Joey avait honte de son prénom. Et généralement, quand les gens apprennent des choses embarrassantes sur vous, ils s'en servent pour vous faire du mal. Alors, ça donne le ton à ce formidable roman qui se promène entre le suspense et le paranormal. Il y a un magnifique mélange des genres. C'est un grand roman, vraiment, que je vous invite à découvrir dès la mi-octobre en librairie. Franchement, on ne pouvait mériter mieux que ce livre-là de François Blais pour cet automne. Un livre très, 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 très fort que je vous invite à découvrir, évidemment. Et maintenant, suite à la présentation de ces différents ouvrages jeunesse-là, on se permet une petite incursion dans l'univers des adultes, mais vous verrez, c'est pas innocent comme incursion dans le monde des adultes, parce que ça va toucher évidemment, ça touche à la petite enfance et un petit peu à la préadolescence. Et c'est un ouvrage, donc un nouvel ouvrage chez PUDAS, qui aborde la psychologie des enfants, plus précisément celle des garçons de 0 à 11 ans. Et vous verrez, c'est un ouvrage qui est pertinent pour les enseignants, qui est pertinent pour les parents, évidemment, pour les bibliothécaires, en fait, pour l'ensemble des gens qui œuvrent au quotidien avec des jeunes enfants de 0 à 11 ans, particulièrement les garçons. Donc, c'est un ouvrage de Dr. Marie-Claire Sancho, chercheuse, enseignante au collégial, qui s'intéresse depuis longtemps aux émotions chez les enfants. Elle a œuvré pendant plusieurs années dans différents milieux auprès de jeunes en difficulté, en plus d'avoir complété un doctorat en psychopédagogie à l'Université de Montréal. Et maintenant, bien, je vais laisser la parole à Marlène qui va s'entretenir pendant un instant avec l'auteur Marie-Claire Sancho pour l'ouvrage Les émotions chez les... Pardon, je reprends. Pour l'ouvrage Colère, peur et joie, les émotions chez les garçons. Alors, Marlène et Marie-Claire, à vous. Merci beaucoup, David, et bonjour, Marie-Claire. Écoute, Marie-Claire, on va se lancer tout de suite un peu dans le vif du sujet, si tu permets. Écoute, Colère, peur et joie, comme David nous l'a dit, ça se veut d'abord et avant tout être un livre sur les émotions, et plus spécifiquement sur les émotions chez les garçons de 0 à 11 ans. Dans ton ouvrage, tu proposes en fait de guider les parents et à plus large dessein d'autres publics, en fait, à travers les différentes étapes du développement des garçons, afin de les amener à avoir une bonne gestion de leurs émotions. C'est en fait ce que tu appelles la compétence émotionnelle. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que c'est exactement la compétence émotionnelle et pourquoi c'est si important? Tout à fait. Merci Marlène et merci de m'accueillir. En fait, la compétence émotionnelle, on peut la concevoir là, en deux volets, intrapersonnel et interpersonnel. Puis c'est assez simple, c'est comment est-ce que moi, je vais gérer mes émotions? Est-ce que quand je suis en colère, je suis capable de me contrôler? Comment j'exprime mes émotions? Est-ce que je les exprime de façon adaptée socialement? Et le second, c'est comment est-ce que je vais comprendre les émotions des autres. Donc, c'est un petit peu ça, la compétence émotionnelle, comment je gère les miennes et comment je m'adapte. Par exemple, quelqu'un vit un moment difficile, vit une grande peine, une colère. Est-ce que je suis capable de m'adapter, de répondre de façon adéquate? Donc, c'est ça la compétence émotionnelle. C'est un concept qui est largement étudié depuis plusieurs années, qui est aussi relié à toutes sortes de variables dont on va discuter plus tard. Et simplement, là, pour introduire l'idée des garçons, bien, on s'est rendu compte que dès 4 ans, les garçons avaient une moins bonne compétence émotionnelle que les filles. Et donc, si je peux poursuivre, Marlène, c'est quand même important parce que la compétence émotionnelle, c'est relié au bien-être, à la réussite sociale, même aux promotions. On a fait beaucoup d'études là-dessus, aux relations saines. On va commettre moins d'actes de violence, par exemple. Donc, il y a énormément de choses reliées à une bonne compétence émotionnelle. Et on se rend compte qu'un groupe dans notre société, donc les petits garçons, sont amenés à avoir une moins bonne compétence émotionnelle que les filles, d'où l'importance de mon livre. Donc, c'est ça, en fait, je souligne, comme tu viens de le dire, que les garçons expriment la peur, la colère, la tristesse ou même la joie très, très différemment des jeunes filles. Tout à fait.
comment on peut expliquer cette différence-là, justement, dans l'expression des émotions entre jeunes garçons et jeunes filles? En fait, les émotions, notre compétence émotionnelle va se développer à travers la socialisation des émotions, les différents agents, les parents au début, les éducateurs, les enseignants. On envoie des messages aux enfants sur comment exprimer une émotion, est-ce que c'est bien ou non. Et donc, comme je disais, à partir de 4 ans, on est allé mesurer ça chez les enfants et avec des petites histoires de marionnettes et on questionnait là, les enfants et on s'est rendu compte que les petites filles, dès 4 ans, savaient que la marionnette avait peur, proposait déjà des façons de l'aider avec sa peur et moi, les garçons, et moi, je me suis intéressée à savoir pourquoi. On parle beaucoup de stéréotypes de genre et on en a tous. Hein? Comme on peut parler de stéréotypes quand on parle de culture, par exemple, on en a par rapport au genre une idée de ce qu'est un petit garçon, ce qu'est une petite fille. Et on s'est rendu compte que même aujourd'hui, on aime des petits garçons courageux, on aime des petits garçons indépendants, autonomes. Et on leur envoie ce genre de message-là de façon très implicite. Par exemple, mon petit garçon va pleurer, je vais peut-être y aller un petit peu moins vite que pour ma fille. Mais encore là, quand on questionne les parents, on n'est pas nécessairement conscient de ça. Et moi, je me suis intéressée à voir si cette socialisation, le genre, se continuait donc à l'école et je suis allée filmer des classes de maternelle et coder là, mes données. Et je me suis aperçue que pour toute émotion, donc positive et négative, les enseignantes réagissaient plus négativement à celle des garçons. Plus négativement, c'est pas de chicaner un garçon qui pleure, mais c'est d'essayer de le distraire, de donner moins d'attention quand on avait des émotions de vulnérabilité. Hein? Ces émotions semblent encore peu permis pour nos garçons. La tristesse, la peur, l'anxiété, etc. On renforçait moins ces émotions chez les garçons comparativement aux filles. Ce qui continuait un petit peu cette différence et qui menait là, nos garçons à avoir moins de compétences émotionnelles. Donc, en fait, on parle vraiment d'une question d'éducation. On éduque nos garçons de façon tout à fait différente émotionnellement. Tout à fait. Même moi, je me rends compte des fois que mon petit garçon de 4 ans, j'agis différemment. C'est tellement implicite, c'est tellement ancré. Puis c'est difficile parce que dans notre société, moi, je me questionne beaucoup avec mon petit garçon. Maintenant qu'il est à l'aise avec la peur, qu'il est sensible, qu'il est à l'aise avec ses émotions, je me dis, ben, quand est-ce qu'il va peut-être rentrer à l'école puis il va recevoir le message que c'est peut-être pas correct que tu t'accroches après maman parce que tu as de la peine quand elle quitte. C'est ce qui est très à l'aise de faire maintenant à la garderie. Un auteur, le Pollack, parlait beaucoup de ça, un code pour les garçons là, qui vont intérioriser. À un moment donné, c'est peut-être pas bien de montrer mes vulnérabilités. Et donc, dans ton ouvrage, dans Colère, peur et joie, en fait, on cherche à amener justement nos garçons à avoir une meilleure gestion émotionnelle. Exactement. Tu proposes en fait pas juste d'en parler, mais tu proposes un guide pratique et des outils concrets. Peux-tu nous parler juste brièvement, en fait, des stratégies que tu nous proposes à des âges clés? Oui. Juste avant, je veux juste mentionner que le livre, en fait, moi, ce qui m'intéressait après ma thèse, c'était de partager mes résultats. Et j'ai préféré écrire un livre parce que souvent, on va publier dans des revues qui sont moins accessibles, moins intéressantes peut-être. Et moi, j'avais envie de faire un pont avec les parents directement, les recherches et monsieur, madame, tout le monde, un guide pratique. Et donc, je suis allée vraiment chercher là, les différentes stratégies. En fait, il y en a 3. Il y a le renforcement et la punition, peut-être pour les enfants plus jeunes. Il y a le modelage et la discussion. Et chacune de ces stratégies-là, je propose des exemples pour les adapter à chaque âge. Donc, on est allé avec le 0-3 ans, le 3-6 ans, le 6-11 ans. Et donc, j'explique et je propose vraiment des stratégies sur comment amener une compétence émotionnelle à votre garçon, comment l'accompagner pour qu'il soit bien dans sa peau, bien dans ses émotions. C'est un cadeau pour moi, la compétence émotionnelle que chaque enfant mériterait d'avoir. Et j'ai un petit peu encore l'impression qu'on handicape un peu nos jeunes garçons. Et je fais le pont avec la société d'aujourd'hui, avec ce qu'on voit, le décrochage scolaire, par exemple, qui est largement plus présent chez nos garçons. Je ne veux pas être trop sombre, mais le suicide, les féminicides, on a un problème actuellement là, avec la gente masculine en termes de violence, de féminicide, etc. Et ce que moi, j'avais envie de proposer, c'est allons voir la source, allons voir quelle graine est-ce qu'on sème, parce que chaque homme, à la base, est un petit bébé.
Alors, c'est comme un produit de notre société. Alors, qu'est-ce qu'on sème? Quelle graine est-ce qu'on dépose chez notre garçon qui va cheminer pour qu'il se rende à un moment où est-ce qu'il n'est pas capable de gérer ses émotions? Il n'est pas capable d'exprimer de la peur à une conjointe. Il n'est pas capable de contrôler sa colère. Donc, c'est un petit peu ça que je voulais offrir à chaque parent avec ce livre. C'est de pouvoir permettre tant nos garçons que nos filles d'être compétents avec leurs émotions, d'aller chercher de l'aide. Et je termine là-dessus. Quand on regarde tous les chiffres donc des hommes et des garçons là, qui sont plus représentés dans la violence, etc., il y a une donnée là, où est-ce qu'ils sont sous-représentés, c'est la demande d'aide. Ils ne vont pas chercher de l'aide. Et donc, c'est très paradoxal et je voulais essayer de mettre une puce à l'oreille par rapport aux émotions et l'importance des émotions chez les garçons. Écoute, Marie-Claire, on a de très, très beaux commentaires là, qui apparaissent là, dans le clavardage. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont très, très hâte de découvrir ton livre. J'avoue que je l'ai lu moi-même et je me suis vraiment fait beaucoup, beaucoup de réflexions, même par après, là, sur comment moi j'agissais avec mon propre garçon et ça me permet de changer. Donc, je pense que ça va être un livre à mettre entre beaucoup de mains. Je te remercie vraiment beaucoup pour cet ouvrage. Puis, je te souhaite une belle continuation. J'espère qu'on aura l'occasion de te revoir. Merci à tous. Merci, Marie-Claire. Donc, après avoir parlé de grandes émotions, allons plonger dans un univers complètement différent et allons faire un petit détour du côté de la bande dessinée avec les éditions Front Froid. En faisant quelques recherches, j'ai en fait découvert que les éditions Front Froid, c'est une entreprise d'économie sociale qui offre aux artistes du domaine des gammes d'ateliers et d'événements dans le but de professionnaliser en fait le métier de BDiste et de faire connaître le médium. Je vais donc inviter Marie-Claude Pouliot, qui est directrice commerciale chez Front Froid, à nous parler un peu plus de cette maison, de ses projets et particulièrement des nouveautés de l'automne qui vont sans aucun doute plaire à un public un peu plus adolescent là, cette fois-ci. Donc, Marie-Claire, est-ce que tu es avec nous? Oui, mais c'est Marie-Claude, mon nom. Mais... Marie-Claude, excuse-moi, voilà. Donc, c'est Marie-Claude Pouliot, c'est mon défaut professionnel. Je mélange les noms. Donc, Marie-Claude, vas-y, on t'écoute pour la présentation, en fait, de tes nouveautés de cet automne. Magnifique. Bien, bonjour tout le monde, je suis contente d'être là. Comme disait Marlène, en fait, c'est ça, nous, on est vraiment une entreprise d'économie sociale. Je vous fais une petite présentation parce que je sais qu'on reprend du poids de la bête, Front Froid, puis maintenant, je veux que tout le monde nous connaisse. Donc, on est un OBNL, en fait, c'est une entreprise d'économie sociale où on fait justement la promotion du métier et tout. Front Froid, ça fait plus d'une quinzaine d'années que ça existe longtemps. Ça a été des collectifs, en fait, de littérature de l'imaginaire. Puis, c'était comme dans le but de la promotion de la bande dessinée, de mettre à l'honneur plusieurs artistes. Maintenant, il y a les activités d'édition, en fait, qui nous occupent vraiment beaucoup, même si on continue à faire des résidences, des formations. Mais on est vraiment très occupés par nos activités d'édition. Ça fait 3 ans, en fait, qu'on a vraiment fait comme une refonte. On est une nouvelle équipe. On a fait un nouveau site web. On a des nouveaux titres. On fait des intégraux. On est diffusé par Gallimard. Donc, aussi, il y a 3 ans, on a parti une nouvelle collection qui s'appelle Nouvelle Adresse, qui est une collection vraiment pour adultes, qui est beaucoup plus dans l'intimiste. C'est Renaud Plante, qui est éditeur chez Nouvelle Adresse, et moi, en fait, qui étions auparavant, pour l'anecdote, chez Mécanique Générale, et on est allé donc partir cette collection-là. Donc, c'est un peu la continuité de ce qu'on avait commencé chez Mécanique Générale, qu'on reprend, donc des bandes dessinées, c'est ça, vraiment intimiste, basé... beaucoup de la bande dessinée d'auteurs, en fait, des gros livres. On a beaucoup de primos auteurs aussi, on a Philippe Girard aussi à notre catalogue, en fait. On a sorti Rien de sérieux de Valérie Boivin, La Brume de Mireille Saint-Pierre, tous des livres qui ont assez bien fonctionné. Et donc, Front Froid, c'est notre autre collection où on fait vraiment de la littérature de genre, de la littérature de l'imaginaire, du fantastique, de la science-fiction, des westerns. On a une série à notre catalogue qui s'appelle Far Out, aussi qui est pour ados, où c'est des cow-boys,
robots dans l'espace. On a Alice aussi, qui était l'adaptation du roman de Patrick Nickel en bande dessinée par Jake Dion. Peut-être que vous en avez vu passer. L'avez vu passer, on en a vendu quelques-uns. Puis donc, aujourd'hui, je vous présente 3 titres qui sont... On a donc autant des titres pour ados, pour adultes. Là, je vous présente 3 titres, en fait, qui sont dans notre automne, qui sont vraiment pour ados, en fait. Donc, je commence par Hiver nucléaire, finalement. Oh! Je commence par Hiver nucléaire. Donc, Hiver nucléaire, c'est une série qui est quand même fort dans notre catalogue, qui était parue en 3 tomes, en fait, puis que maintenant, on refait en intégrale. Ça fait un super beau gros livre. J'aimerais ça vous montrer. C'est un gros livre de 300 pages, puis il est vraiment beau avec rabat. C'est full un beau livre. Puis, en fait, l'histoire, c'est Cab, en fait, qui a fait ce livre-là il y a très longtemps. Puis, d'ailleurs, je tiens à souligner qu'elle a aussi sorti une nouvelle adresse, une série qui est peut-être un petit peu plus mature, disons, là, donc, qui est son livre U-Town. Je vous le montre dans mon petit carré. Donc, ça, peut-être un peu plus pour adultes, mais qui peut très bien être lu par des ados. Mais donc, Hiver nucléaire, qu'on fait maintenant en intégrale, je vous raconte l'histoire pour ceux qui ne connaissent pas, en fait. Donc, ça se passe à Montréal, où il y a un hiver nucléaire qui dure depuis vraiment longtemps, depuis des années, parce qu'il y a eu un accident à la centrale Gentilly 3 de Pointe-aux-Trembles. En fait, la centrale nucléaire a explosé, il y a eu un problème, et maintenant, c'est un hiver perpétuel où il fait vraiment moins 30, où il y a toujours comme des mètres et des mètres de neige. Il y a des quartiers de Montréal qui ont dû être désertés. Et même, toute cette affaire nucléaire-là fait aussi des mutations, en fait, sur la population. Et dans ce contexte-là, on suit Flavie, qui est le personnage qu'on voit ici à l'écran, qui, elle, est vraiment cool, puis elle est vraiment là. Puis elle, dans l'hiver nucléaire, plutôt que rester chez eux, elle est courrier à vélo. Fait que non seulement elle reste à Montréal, mais en plus, elle fait du courrier à vélo. Donc, dans les 3 tomes, elle vit différentes aventures. Dans le premier, il faut absolument qu'elle trouve des bagels pour le couple le plus cool du Myland. Dans le deuxième, il faut qu'elle trouve du sirop pour la toux parce que, tu sais, c'est l'hiver, c'est dur sur le corps. Donc, il faut qu'elle trouve des sirops pour la toux. Puis tout ça est vraiment compliqué à trouver, en fait, parce qu'il y a un trafic de sirop pour la toux sur le Mont-Royal où personne ne va. Mais là, elle, grâce à des ratons laveurs mutants aussi, ça va l'aider. Puis, en fait, dans le 3e tome, elle fait une quête un peu scientifique avec des universitaires où il faut qu'ils retrouvent toutes les stations météo, en fait, de la ville de Montréal. C'est une série qui est vraiment bonne, qui a super bien fonctionné pour nous. On est vraiment contents d'y donner une 2e vie parce que c'est ça, ce qu'il faut comprendre aussi, sans renier mon histoire, c'est que quand ça sort il y a 10 ans, c'est une toute petite maison d'édition. Cab, c'est un bébé, les éditeurs, c'est des bébés. Puis là, tout d'un coup, c'était sorti en 3 tomes. Donc là, on le refait vraiment dans sa formule finale où, tu sais, c'est vraiment les couleurs puis la police du 1er tome ont été complètement refaites là, maintenant pour ressembler plus aux 2 et aux 3. Il y a une petite histoire aussi qui raconte la genèse, en fait, qui a été ajoutée. On est bien contents de tout ça. C'est très le fun. C'est une chronique sociale. C'est drôle. C'est à Malhonneur Montréal. C'est pour les ados, pour les adultes. Voilà. Ensuite, Si on était... donc, Si on était, c'est le 2e tome, en fait, de cette série-là. Je vous montre le premier, si jamais ça vous aide visuellement de le voir. Donc, le premier était sorti il y a 2 ans, 3 peut-être. Donc là, c'est le 2e tome. C'est une série de Axel Lenoir, qui était autrefois connu sous le nom de Michel Falardeau, qui avait fait à notre catalogue, nous, L'Esprit du camp, qui était aussi une série pour ados fantastique. En fait, Michel a changé de nom pour des questions de transidentité. Donc, maintenant, elle est connue sous le nom d'Axel Lenoir. C'est donc, Si on était, c'est une série en 2 tomes qui avait débuté dans Curium, la revue pour adolescents. Donc, ça s'adresse vraiment aux adolescents. Mais dans les livres, il y a beaucoup, beaucoup d'inédits. Donc, l'histoire, c'est Marie et Nathalie qui sont des amies très proches de 15-16 ans environ, qui vivent leur vie au secondaire. Puis elles ont une amitié très forte, très belle, et elles jouent toujours à ce jeu-là qui est « Si on était ». Donc, elles se parlent ensemble, puis elles vivent dans un monde imaginaire un petit peu, puis elles se disent toujours « OK, si on était des Vikings, qu'est-ce qu'on serait? Si on était des super-héros, qu'est-ce qu'on ferait? Si on était des fruits, lequel on serait? Si on était dans Harry Potter? » Puis là, en fait, elles imaginent un monde qui est comme donc dessiné par Axel.
C'est une image de l'amitié qui est super belle, qui est super forte. Eux, ils s'aiment pour vrai, c'est pas lourd. Puis en fait, Axel, dans les livres, ajoute beaucoup d'inédits qui fait vraiment une trame narrative vraiment plus complète. Donc, si on voit une page, entre autres, où il y a un journal, il y a aussi beaucoup, en fait, un des personnages tombe en amour avec Jane Doe, qui est une fille à leur école. Puis là, on suit un peu cette histoire-là aussi. Dans le deuxième tome, ici, il y a aussi la genèse de l'amitié des deux filles, en fait, qui se passe à 8 ans sur une balançoire. Dans ce deuxième tome-là, il y a aussi une grande histoire dans le livre là, qui est en fait beaucoup plus longue qu'à l'habitude, qui est une grande histoire humoristico-fantastico-médiévalo quelque chose. Donc, c'est vraiment toute une grande histoire où on sent vraiment qu'Axel a eu vraiment du fun, en fait, à le dessiner. Puis c'est vraiment ça qu'on ressent, je trouve, dans cette série-là, c'est que c'est le fun pour vrai. Il y a plein de mises en abîme. Des fois, au début, Axel se présente, elle présente ses personnages. Tu sais, c'est très convivial, le fun. C'est vraiment un livre super positif qui est vraiment comme un ode à l'adolescence je dépasse mon temps. Qui est vraiment un ode à l'adolescence et à l'imagination. On voit qu'elle a eu du fun et aussi, je pense que ça peut convenir aux gens qui trippent sur les nombris. Je trouve qu'il y a une genre de parité là, sur l'amitié, le fun qui se dégage de ces pages-là. Je le dis. Voilà. J'enchaîne super vite. Je parle vite. Mon dernier livre, en fait, c'est Parfois les lacs brûlent, qu'on est vraiment content de sortir. Geneviève Viguier, c'est justement une autrice illustratrice qui avait fait notre résidence Fonfroid, en fait, où on offrait une résidence d'1 an à 2 jeunes artistes qui étaient suivis pendant toute l'année par Renaud Plante, qui est donc éditeur, et Jimmy Beaulieu, le BDiste. Puis donc, elles étaient suivies, puis elles faisaient un projet qui n'est pas nécessairement à l'édition, mais nous, on a vraiment trippé sur comment Geneviève s'est développée, en fait. Donc, on est vraiment content de le sortir maintenant. Geneviève, c'est son premier livre. Elle a fait quelques illustrations dans la courte échelle, la série noire. En fait, là, elle a fait pour ados, elle a fait quelques couvertures de ce côté-là. Donc, ce livre-là se passe à Rivière-au-Corbeau, où un lac prend feu. Et il y a 4 ados, en fait, qui décident d'aller voir si c'est vrai que quand le lac est en feu, en fait, il se transforme les choses qu'on y lance en or. Donc, on suit l'expédition des 4 adolescents. C'est assez sympathique. Ils s'en vont comme en exposition, mais en même temps, c'est pas si le fun non plus parce que c'est des ados, puis tu sais, c'est de même, tu sais. Fait qu'à un moment donné, ils finissent par un peu se chicaner, ils se séparent 2-2. Il y en a qui décident de retourner chez eux, il y en a qui décident d'aller au lac. Puis ça reste des ados, ils sont un peu étranges, ils parlent de l'école, ils sont dans un drôle d'âge. Il y en a un qui amène un lapin vivant dans le but de le lancer dans le feu, voir s'il va devenir or. Tu sais, c'est weird, tu sais, puis tout ça est très, très contemplatif, puis on suit vraiment comme cette aventure-là d'adolescence. Tu sais, il y a beaucoup de grandes pages comme ça avec les adolescents qui discutent dans une immense forêt. C'est vraiment très ambiant. Merci, Nadine. C'est vraiment, excusez-moi, c'est vraiment très ambiant. La palette d'automne est magnifique. Elle a vraiment une maîtrise extraordinaire, Geneviève, de tout ça. C'est vraiment une BDiste à suivre. Nous, on est super contents de l'avoir poussée à faire de la bande dessinée. Je tiens à dire que ça finit particulièrement mal, l'histoire, en fait, où finalement, il y a un des enfants qui disparaît. Ça ne se passe pas super bien. C'est vraiment un livre sur l'amitié, l'adolescence, les catastrophes, comment on se définit la vie adolescente. Voilà. J'espère que vous allez les lire, nos livres. Je n'y vais pas. Merci beaucoup, Marie-Claude. Écoute, moi, j'ai lu Parfois les lacs brûlent avec un plaisir infini. Je pense qu'il y a vraiment énormément de talent dans cette bande dessinée-là. C'est vraiment quelqu'un qu'il va falloir suivre. Et là, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas pu vous montrer les plus belles planches, mais il y a des doubles pages qui sont absolument extraordinaires là, dans cette BD-là. Allez la voir. Vraiment, vous allez être complètement bouleversés. Donc, on va en fait accueillir notre prochaine invitée. Donc, en fait, c'est une invitée qui a toujours 1001 projets en tête, un cœur d'enfant qui ne vieillit jamais et une passion contagieuse pour les livres pour enfants. Je vous présente Nadine Robert, présidente, éditrice et autrice chez Comme des géants. Bonjour. Bonjour Nadine. Comme toujours, et cette année ne fait toujours pas exception, Comme des géants propose des albums forts et doux à la fois, drôles, sensibles, des albums à la trame narrative tellement particulière et au graphisme hors du commun. Nadine, dis-nous,
qu'est-ce que nous réserve comme des géants pour cet automne? Je vous dis, et j'essaie de vous dire rapidement parce que je veux donner la place à nos créateurs, créatrices invités tout à l'heure. Alors, cet automne, comme des géants, est ravi de vous présenter un programme d'albums aux thématiques très variées, mais qui ont en commun d'avoir été imaginés et illustrés par au moins un créateur québécois, parfois deux, et ça me rend bien fière. Alors, sans plus tarder, je vous présente le premier titre, Pauline et le Zippoclick. Et puisque je n'ai pas beaucoup de temps et que la fiction est au cœur du programme cet automne, je vais me concentrer sur la présentation des histoires pendant que Jean-Baptiste vous présente quelques planches des albums. Alors, je me lance. Alors, Pauline et le Zippoclick, qui est paru il y a moins de 2 semaines. Alors, je trouvais important de vous présenter le 2e tome de cette série, Pauline, d'Anouk Mailloux et Marjolaine Pérétaine, pour lequel on a fait un beau lancement dimanche dernier à la librairie Le Port de Tête. Alors, après une petite pause pandémique, Pauline revient dans une seconde histoire assez différente de celle du premier tome, là, dans le premier titre de la série, qui s'intitule « Pauline, une petite place pour moi ». On découvrait une fillette qui avait un peu de mal à trouver sa place dans une maison qui déborde, là, avec sa famille nombreuse de quasi 6 personnes. Je dis quasi parce que la maman de Pauline est enceinte dans le premier tome, mais elle est encore enceinte dans le deuxième. C'est comme une grossesse éternelle. Alors, la solution que Pauline avait trouvée pour se sentir mieux dans cette famille nombreuse, ça avait été de s'aménager un petit refuge dans le placard de sa maison sous l'escalier. C'est un endroit où il pouvait se retirer pour retrouver un peu d'apaisement et pour faire les choses qu'il aime, comme lire ou laisser errer son imagination. Mais dans le second tome, l'autrice Anouk Mailloux nous transporte dans la cour d'école et dans la classe de Pauline. Alors, un matin, la copine de classe, Agathe, arrive à l'école avec la dernière nouveauté, un petit robot appelé Zippoclick. Et selon Agathe, c'est un jouet vraiment extraordinaire qui fait absolument tout et que tout le monde doit avoir. Alors, aussitôt, Pauline, comme ses autres camarades de classe, aimerait aussi beaucoup avoir un Zippoclick. Et bien sûr, ce jouet n'enchantera pas tout le monde, surtout pas Madame M, l'enseignante qui est plutôt sévère, l'enseignante de Pauline qui menace de confisquer le jouet s'il distrait trop les élèves de la classe. Et même si Pauline aimerait beaucoup que ses parents lui achètent un Zippoclick, malheureusement, ceux-ci ne seront pas d'accord parce qu'ils viennent tout juste de lui acheter des belles lunettes neuves et que ça coûte très cher. Et son frère non plus ne sera pas content de cette situation puisque lui, ce qu'il veut, c'est un nouveau bâton de hockey. Mais les parents de Pauline n'ont pas les moyens de lui acheter tout de suite. Alors, mais puisque Pauline est déterminée à avoir un Zippoclick, elle tentera d'aller vendre ses lunettes chez un brocanteur dans le but d'obtenir de l'argent pour s'acheter un Zippoclick toute seule. Mais sur le chemin du retour, il va y arriver plein de péripéties. Elle va briser ses lunettes. Son frère trouve une façon de les réparer, ses lunettes. Et oui, c'est ça, pendant toutes ces belles péripéties, la frénésie pour le Zippoclick passera rapidement, comme à peu près tous les modes de jouets, de bidules, modes vestimentaires et autres. Alors, Pauline, au final, sera bien heureuse de ne pas avoir vendu ses lunettes parce qu'avec elle pourra continuer de jouer au hockey avec son frère, de faire des constructions avec ses amis dans la cour d'école et surtout se réfugier dans sa petite place sous l'escalier pour lire des tas de livres. Alors, la petite place existe toujours. Elle reviendra dans toute la série de Pauline. Alors, il s'agit d'une super bande dessinée pour aborder les thèmes de la consommation, de l'ingéniosité parce qu'on a affaire à des enfants plutôt débrouillards, mais c'est surtout une histoire qui permet de poser un regard critique sur notre envie de faire et d'être comme les autres. Alors, un super deuxième tome pour Pauline. J'enchaîne. C'est maintenant au tour de l'album « Te laisser partir ». Alors, une histoire écrite par Daniel Chaperon et illustrée par Nathalie Dion. Alors, avant de vous présenter les créatrices, je vais vous faire une très courte présentation de l'histoire parce que j'aimerais que vous puissiez la découvrir à travers l'entretien qui s'en vient avec Daniel et Nathalie et qui sera animé par Marlène. Alors, je vous dirai ceci à propos de l'histoire. À la lecture du manuscrit, j'ai tout de suite su que je voulais publier l'histoire de Daniel et presque tout le temps, lorsque je sélectionne un manuscrit, je mets souvent des petites notes
sur la page, là, sur la première page d'un manuscrit imprimé pour m'aider à me souvenir de l'histoire, tu sais, où j'écris une petite phrase qui résume ou décrit le récit en quelques mots. Et sur le manuscrit de Daniel, j'avais noté, alors, une histoire d'amour pas comme les autres, qui parlera aux petits et aux grands lecteurs. Et à noter aussi que j'aurais pu ajouter la phrase suivante, un album avec une chute frappante de réalisme. Alors, la dernière phrase de l'album étant la suivante. J'ouvre les 2 points. Alors, c'est parfois difficile, virgule, aimer. Alors, c'est la thématique qui est posée. Alors, sur ce, je vais vous présenter les 2 créatrices de cet album extraordinaire. Et pour changer un peu, j'ai écrit des définitions des autrices. Alors, peut-être que pour les présenter, je demanderai à Daniel de peut-être allumer ta caméra, Daniel, que je te vois pendant que je te présente brièvement. Elle est là, Nadine. Elle est là, d'accord. Elle est là. Tout le monde est là avec toi. Alors, d'abord, Danielle Chaperon. Alors, Danielle Chaperon, genre féminin, occupation écrivaine à temps plein, anciennement plutôt enseignante au primaire, avec un intérêt marqué pour les mots depuis l'enfance. Imaginative et prolifique, elle publiera quelques titres cette année. Elle a quelques albums qui s'en viennent. C'est une autrice dont l'œuvre mélange fantaisie, originalité et thématique du quotidien, mais toujours avec sa sensibilité, sa plume juste et son regard bienveillant. Maintenant, Nathalie, que j'ai vue apparaître à l'écran. Nathalie, alors j'ai rédigé une petite définition pour toi aussi. Alors, Nathalie Dion, genre féminin aussi, illustratrice, elle aussi à temps plein, maintes fois lauréate de prix d'illustration à l'international. On a pu voir ses images dans les livres et les magazines du monde entier. C'est une artiste au style raffiné, empreint à la fois de poésie, de fantaisie et d'humour. Et depuis quelques années, elle est très sollicitée par les belles maisons jeunesse et peut ainsi, elle, se plonger dans des histoires variées, là, en passant de la fiction et même, on a vu un documentaire l'an dernier. Alors, elle imagine et met en image des univers, des personnages doux, poétiques, tendres et toujours ravissants. Alors, sur ce, je cède la parole à Marlène. Merci beaucoup, Nadine. Bonjour, Nathalie. Bonjour, Daniel. Écoutez, on va essayer de faire ça vite. On a déjà un petit peu dépassé notre temps, mais j'espère que vous allez rester avec nous quand même, libraires et bibliothécaires, pour la suite de ce moment extraordinaire. Donc, Daniel, te laisser partir raconte en fait l'histoire d'une fillette qui, un jour, attrape un arc-en-ciel et l'enferme dans un bocal, avec des petits trous, bien sûr, pour qu'il puisse respirer. Et comme la plupart des enfants le font d'ailleurs, mais avec des insectes, des araignées, des papillons, toi, tu as choisi de mettre dans un bocal un arc-en-ciel. Qu'est-ce qui t'a poussé à choisir cette icône comme personnage pour raconter ton histoire? Bien, en fait, comme tu le dis si bien, je suis partie d'un souvenir d'enfance où j'aimais bien m'auto-proclamer éleveuse. Donc, je prenais soin de bourdons, de scarabées et de grenouilles. Donc, j'aimais bien le sentiment de me sentir importante et de me sentir indispensable pour mes petites bestioles. Et donc, je suis partie de ça, mais évidemment, après ça, je me suis dit, en tant qu'autrice, on cherche souvent à sortir de l'ordinaire, à trouver des choses inédites. Donc, j'ai eu le flash tout d'un coup de l'arc-en-ciel et je tiens à dire que j'ai écrit ce manuscrit-là bien avant la pandémie et la déferlante d'arc-en-ciel qu'on a vu apparaître un peu partout. Donc, donc, j'ai eu cette idée-là puis je me suis dit, tiens, je vais aller un peu plus dans un monde plus fantaisiste. Donc, ça m'a bien amusée. C'est un livre que j'ai écrit, somme toute, assez rapidement. Ça coulait de source. Je suis retournée voir mes notes, justement, dans mon petit carnet et j'ai vu que vraiment,
j'ai déroulé toute l'action, toute la continuité de l'album. C'est tombé pas mal, tout d'un coup, ça coulait de source, cette écriture-là, ce qui n'est pas toujours le cas dans tous mes albums, évidemment. Donc, et après ça, quand j'ai soumis ça, mon manuscrit à Nadine, je me suis dit, oh là là, ça va être un beau défi pour l'illustrateur ou l'illustratrice de donner vie à un personnage comme un arc-en-ciel. Alors, un des personnages principaux de l'histoire. Donc, je m'imaginais. Justement, on va aller voir Nathalie, puis on va lui demander comment tu as relevé ce merveilleux défi que tu avais lancé, Danielle, comme illustratrice. Oui, c'est un défi qui était, je dirais, à ma hauteur. Tu sais, moi, tant qu'on ne me demande pas de dessiner une ville à vue de drone, ça va. Tu sais, c'est un défi qui m'a vraiment plu, en fait, essayer de rendre crédible cette histoire, là, le fait fantaisiste, que ce soit un arc-en-ciel puis pas un insecte. Là, ça, c'est vraiment un défi que j'ai beaucoup aimé puis que j'ai fait avec vraiment beaucoup de plaisir, tu sais, qui ne m'a pas empêché de dormir, tu sais. Donc, toi, tu as choisi, en fait, de le personnifier, ton arc-en-ciel. Donc, de lui donner un visage. Oui, mais je ne vois pas comment ça aurait pu être autrement. Tu sais, pour moi, ça a été vraiment naturel. Ça m'a surpris de voir que Danielle était surprise de voir que je l'avais personnifié, parce que moi, je n'ai jamais vu ça autrement. Tu sais, C'était ça que tu avais en tête. Oui. Par contre, il n'a pas toujours été pareil. Là, dès le départ, disons, il y avait une direction un peu plus déjantée, puis Nadine Robert m'a un petit peu redirigée vers c'est ton travail. Puis, en fait, tu as utilisé comme style visuel un style qui était très rétro, des couleurs super punchées, fluo, quelque chose de très, très proche des années 60-70. Pourquoi ce choix artistique en particulier? Bien, en fait, je pense qu'il y a comme une saveur à mes illustrations, là, quand j'ai déjà entendu dire que c'était à la fois rétro et moderne. Tu sais. Donc, j'ai toujours comme un pied dans le passé puis un pied dans le présent, tu sais, parce que je veux comme que ça ait l'air actuel, que les enfants se sentent interpellés là, quand même, que ça ne soit pas juste de la nostalgie. Mais en fait, c'est Nadine qui m'a suggéré ça, qui m'a proposé ça. Elle a dit, mais pourquoi? Elle dit, ça ne te tenterait pas de vraiment, tu sais, choisir une époque, puis vas-y à fond. Puis ça, là, ça m'a vraiment réjoui. J'ai trouvé ça vraiment super le fun parce que, en fait j'ai choisi les années 60-70 parce que c'est les années où moi, j'étais enfant. Fait que ça a été quand même assez, ça a été vraiment le fun à faire. J'avais l'impression d'illustrer un livre pour la petite fille que j'étais. Puis déjà, l'histoire, elle m'avait tellement séduite là, parce que, je veux dire, quiconque est un enfant ou a été un enfant va être séduit par cette histoire-là. Moi aussi, j'ai voulu capturer des petites créatures. Des arcs-en-ciel, ben oui. Au détriment de leur vie. Là. Mais, effectivement. Donc, c'est ça, je me suis beaucoup amusée là, avec les couleurs, puis à plonger. Ça paraît, c'est excessivement bien réussi au niveau visuel. Là, je pense que tout le monde va être d'accord avec nous. Écoute, je vais retourner vers Danielle. Oui. Dans cet album, tu abordes la question de l'apprivoisement, mais aussi la question de la séparation. Une séparation, en fait, que petits et grands vivront nécessairement un jour et qui n'est pas toujours facile à vivre. Peux-tu nous parler, en fait, un peu de ce thème de la séparation? Oui, en fait, j'ai voulu l'emmener quand même doucement. Donc, la petite fille, à travers l'histoire, vit toute une gamme d'émotions. Donc, au début, c'est l'excitation. Elle a attrapé son arc-en-ciel. Après ça, c'est la fierté. À la limite, la vantardise parce qu'elle va le montrer partout. Elle est vraiment très fière. Mais à un moment donné, la réalité frappe. Et là, elle est un petit peu dans le déni aussi quand elle voit que l'arc-en-ciel va moins bien. Donc, elle essaie de le faire rire, de l'amuser parce qu'elle ne veut pas accepter l'inéluctable, le moment où il va falloir qu'elle se sépare de son arc-en-ciel. Mais j'ai quand même... puis c'est un acte
c'est quand même un acte d'humilité. À un moment donné, quand on veut se sentir indispensable, pas un acte, mais un sentiment, une leçon d'humilité, je devrais dire, que quand on veut se sentir indispensable et qu'on se rend compte qu'on ne l'est pas. Mais aussi, j'ai voulu montrer que dans ce geste-là, quand elle redonne la liberté à son arc-en-ciel, qui a une grande générosité là, qui émane de ce personnage-là et qui nous mène justement le sujet de l'amour. Là. Est-ce qu'elle l'aime assez pour le laisser partir? C'est ça, justement, les derniers mots là, de l'album. Nadine nous a lu la dernière phrase, mais je vais vous lire juste les 2 phrases précédentes. Donc, je l'aimais assez pour le laisser. Je l'aimais assez pour le laisser me quitter. C'est parfois difficile d'aimer. Je pense que c'est dit dans cette dernière page-là, cette fin qui est si triste et si lumineuse. Puis je dis quand même qu'il y a une certaine petite lumière qui émane de ça, que ça soit tellement triste. Alors, c'est pour ça qu'à un moment donné, le petit personnage a l'impression que l'arc-en-ciel lui a fait un clin d'œil. Donc, il y a comme une petite connivence qui s'est installée. Il y a il y a une connexion entre ces deux-là et je pense que ça lui fait du bien. Puis aussi, dans le dessin de Nathalie, à un moment donné, on voit la petite fille qui est couchée sur la pelouse et qui regarde son arc-en-ciel et on voit qu'elle est fière quand même d'avoir rendu la liberté. Alors, elle se rend compte que aimer, c'est vouloir le bien de l'autre aussi, le bonheur de l'autre. Ouais. Danielle, Nathalie, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je pense qu'on va tous courir en librairie, aller chercher Te laisser partir. J'étais au lancement au Part de tête. C'était absolument extraordinaire. L'émotion était au rendez-vous. Donc, allez chercher Te laisser partir. Merci. Je redonne la parole à Nadine. Alors, un autre titre. Alors, rapidement, le 13e cochonnet, c'est notre album de l'automne pour les tout-petits. Alors, à partir peut-être de 18 mois jusqu'à 4 ans. Il est écrit par André Poulain et illustré par Martina Tonello, qui nous a donné l'album Les chasseurs d'arc-en-ciel en mars dernier. Alors, je vous résume ça rapidement. Alors, 13 est un petit cochon rose et tacheté qui ressemble à ses frères et sœurs. On le voit dans le ventre de sa maman. Alors, il ressemble à ses frères et sœurs, sauf pour sa tache distinctive à l'œil et une tache aussi en forme d'étoile sur son côté. Alors, vous l'aurez deviné, comme l'annonce le titre, il s'appelle 13 parce qu'il est le 13e de la portée. Mais même s'il est tout jeune, quand 13 fait face à un problème, il aime trouver des solutions. Par exemple, au tout début de l'histoire, il sauvera le ballon d'une fillette d'une grosse flaque de boue et ça lui servira plus tard. Mais quand 13, lui, rencontrera un problème qui le touche directement, la solution ne sera peut-être pas si facile. Alors, voyez-vous, 13 est le... Oh, pardon. Voyez-vous, 13 est le 13e cochonnet de la portée et sa maman n'a que 12 tétines. Gros problème. Alors, même s'il a très faim et qu'il essaie tant bien que mal de se faire une place, ses 12 frères et sœurs sont eux aussi affamés et ne céderont pas de petite place pour notre pauvre 13 qui, malgré ses cris insistants, ne réussit pas à réveiller sa mère. Alors, le cochonnet va verser quelques larmes avant de trouver le courage de chercher une solution à son problème. Il ira du côté de la vache dans l'espoir de calmer son ventre hurlant, mais il découvrira que son petit veau, lui, n'est pas du tout prêt à partager. Alors, heureusement, 13 est astucieux et justement, le ballon rescapé de la boue plus tôt va lui servir, va être très utile. Alors, il décide de faire rouler le ballon devant ses frères et sœurs qui s'élancent à ses trousses et cela donnera juste assez de temps à 13 pour courir jusqu'à sa mère et enfin remplir son bedon, pendant que les 12 autres cochonnets s'amusent plus loin. Alors, c'est une histoire charmante d'André Poulain, bien connu du milieu littéraire jeunesse, qui a trouvé une façon d'aborder les thèmes de l'affirmation de soi, de l'ingéniosité et de la ténacité dans une belle histoire toute simple et imagée que les enfants du préscolaire pourront comprendre. Hein, les petits lecteurs sympathiseront avec 13 et espérons-le, apprendront eux aussi qu'il ne faut pas abandonner. Et pour les illustrations, c'est l'artiste italienne Martina Tonello qui s'est beaucoup amusée à dessiner les 13 petits cochonnets de l'histoire.
Mais il y a aussi dans l'histoire 8 poussins qui s'amusent et qui vivent une petite histoire en parallèle. Alors, il y a beaucoup de détails, beaucoup d'animaux dans la basse-cour. D'ailleurs, c'est un album génial pour apprendre à compter les 13 cochonnets, les 8 poussins dans chaque planche. En fait, les enfants s'amuseront à chercher 13 parmi les frères et sœurs. C'est presque un jeu d'observation, mais on le trouve toujours facilement grâce à sa tache et ça s'attache en forme d'étoile. Alors, voilà pour le 13e cochonnet. J'ai fait ça vite, vite, vite. Et on passe maintenant, on arrive à la présentation de l'album « On ferait comme si » d'André Marois, qui est notre prochaine invité, et illustré par Gérard Dubois. Alors, André, tu peux allumer ta caméra quand je vais lire ta définition. Alors, Gérard ne pouvait pas être parmi nous ce matin, mais vous allez pouvoir découvrir toute la qualité de son travail d'illustration dans quelques instants parce qu'André nous fera la lecture de l'album. Alors, juste quelques mots sur Gérard Dubois qui se passe de présentation, lauréat de tellement de prix dans la dernière année là, qu'il serait trop long d'en faire la liste, mais soulignons tout de même le prix du gouverneur général pour « À qui appartiennent les nuages ». Son travail et son style distinctif évoquent souvent des univers d'une autre époque, toujours pertinent, singulier, souvent poétique. Il verse autant dans l'illustration éditoriale que commerciale. Et puis, il étoffe depuis 10 ans, je dirais, une belle bibliographie qui ne cesse de s'accroître autant du côté de la littérature jeunesse que de la littérature pour les adultes. Maintenant, parce qu'il est là, j'ai préparé la définition d'André. Alors, André, 2 points, genre masculin, ancien publicitaire devenu tour à tour chroniqueur, animateur, scénariste, mais surtout écrivain et peut-être même un peu bûcheron, hein, André? Alors, auteur de romans noirs pour les plus vieux et de romans policiers, de science-fiction pour les plus jeunes. Il écrit aussi des albums qui sont parfois lumineux et vous en aurez la preuve dans quelques instants. Alors, toujours sensible à la construction et au ton, André Marois sait raconter des histoires de manière efficace. Excellent raconteur, pour ne pas dire storyteller, avec un sens du rythme et du punch, comme il en fera encore démonstration dans son album à paraître en octobre, « On ferait comme si ». Sur ça, je laisse la parole à Marlène. Ben oui. Écoute, en fait, André, on va t'inviter à lire ton album au complet. Jean-Baptiste va faire défiler, en fait, les images. Donc, on t'écoute et on se retrouve ensuite pour quelques petites questions. Parfait. Donc, on ferait comme si, je lisais, on ferait comme si. Hein? Alors, ça commence comme ça. Les enfants, il fait beau. Allez jouer dehors. Oui, papa. Oui, monsieur Martin. Tu veux jouer à faire semblant? On ferait comme s'il y avait un château dans un royaume éloigné et on irait le visiter. On pourrait monter dans le donjon pour surveiller partout, mais un monstre volant nous ferait signe de le suivre. Il nous guiderait vers le territoire du géant Potyrus, le terrible roi des citrouilles. Et là, ça nous prendrait des pouvoirs magiques. On serait invisible et Potyrus ne pourrait pas nous voir. On aurait fabriqué des lances pour affronter ses gardes. On surprendrait Potyrus en plein jour parce qu'il ne nous aurait pas vu venir. Alors, ainsi, on deviendrait le roi et la reine des citrouilles et tout le monde serait très jaloux. Mais on n'aurait pas le temps de fêter notre victoire, parce que des zombies nous auraient repérés, avec leurs yeux qui voient tout. On aurait aussitôt perdu notre invisibilité. Ça nous prendrait d'autres pouvoirs magiques. Soudainement, on pourrait se téléporter. On déciderait d'aller sur la planète Mars. Mais une envie très, très pressante nous empêcherait d'aller plus loin. On serait obligé d'abandonner le combat. Quoi? Oh non! Un martien nous attaquerait avec ses 1000 tentacules gluants. Heureusement, on aurait apprivoisé un serpent cracheur de feu. L'extraterrestre ne se laisserait pas faire si facilement, mais on serait encore plus redoutable que lui. Ensuite, on ferait une pause en dégustant des spécialités martiennes, un peu étranges,
mais quand même bonne. Avec nos nouvelles forces, on partirait en exploration. On verrait des créatures bizarroïdes dans une prison. On libérerait tous les prisonniers, parce qu'on aime la liberté. Il serait temps de revenir sur notre planète, toujours avec notre super pouvoir de téléportation. Mais on atterrirait brusquement dans une vallée inconnue. Aïe! Les enfants, c'est l'heure de la collation. Vous avez bien... On aurait encore perdu tous nos pouvoirs magiques. Hélas, oui. Et là, on serait vraiment en danger. Fin. Ah, que c'est beau! Merci beaucoup pour cette lecture, André. Merci. Écoute, tu me racontais, en fait, et Nadine aussi, on en parlait avec Nadine, qu'à l'automne 2015, Gérard Dubois et toi lançaient en fait un premier album qui s'appelait « On aurait dit », qui est aussi paru aux éditions Comme des géants. Dans votre nouvel album, On ferait comme si, on retrouve avec plaisir cette même énergie, ces mêmes joies de l'enfance, ce même coup de crayon particulier de Gérard. Qu'est-ce qui vous a inspiré à retravailler ensemble pour ce deuxième album? Alors, on avait envie de faire comme une suite, on va dire, mais bon, c'était dans l'air, et puis le temps est passé, et puis on s'est retrouvé en pleine pandémie avec un confinement, puis un couvre-feu, puis je pense qu'on a eu envie de raconter une histoire qui se passait dehors, et puis d'aller s'éclater dans un jardin. Voilà, on va dire, c'est la pandémie qui a déclenché cette envie-là. Puis, en fait, on ferait comme si on entre de plein pied là, dans l'imaginaire, comme on a vu, le chaotique et débordant des enfants. Est-ce que ton inspiration serait un peu le reflet de tes propres jeux d'enfants? C'est un mélange de plusieurs choses, en fait. C'est vrai, quand j'étais jeune, mon père avait un grand jardin où il passait beaucoup de temps, mais où on n'avait absolument pas le droit d'aller. Donc, il y avait sûrement une frustration de ma part de pouvoir aller jouer dans son jardin. Ma grand-mère avait des poules et des lapins aussi qui étaient pareils, un petit peu intouchables. Donc, il y avait cet univers-là qui était dans mon esprit. Et puis, au printemps 2020, justement, pendant cette fameuse pandémie, dans la ruelle derrière chez moi, je me promenais, puis il y avait beaucoup de jeunes garçons, c'était tous des garçons qui n'allaient pas à l'école primaire et qui jouaient dans la ruelle. Et à chaque fois que je passais en vélo et puis je les écoutais et puis je leur ai volé vraiment des répliques. Je me rappelle une fois, je passais, puis ils jouaient, ils se couraient après et puis ils disaient non, tu ne peux pas me voir, voilà, je suis invisible, donc tu ne peux pas m'attraper. Puis après, quelques jours après, il y en a un autre qui disait bon là, on se serait téléporté et tout ça. Donc, moi, je passais, je prenais des notes. Donc, voilà, tout ça mélangé, ça m'a donné l'idée, la trame, et puis ça m'a nourri beaucoup pour le livre. Puis, en fait, j'aimerais ça qu'on parle peut-être juste un petit peu, même s'il n'est pas là, du travail de Gérard Dubois, en fait. Donc, on note, en fait, tout au long de l'album, un net décalage entre ton texte et l'image de Gérard. Et c'est ce qui en fait justement une de ses grandes forces. Comment tu considères que le travail d'illustrateur de Gérard Dubois est venu soutenir le texte que tu as écrit? Ah, il l'a plus que soutenu, il l'a magnifié, il l'a explosé. C'est génial, le travail les illustrations de Gérard, c'est un cadeau du ciel. Non, mais moi j'ai écrit l'histoire et puis je mettais le texte, vous l'avez entendu, il est très court et je faisais juste des petites indications possibles sur, bon, ben là, il y a des lapins, là, il y a un épouvantail, etc. Puis à partir de là, Gérard, comme l'idée du livre, le principe, c'est que il y a ce qu'ils disent, puis il y a ce qu'ils font, et puis il faut qu'on montre un décalage. Et puis je pense que Gérard aussi avait envie il y est allé vraiment à fond, et puis ça a été à partir de petites indications, lui il a plongé là-dedans, puis il en a rajouté, puis on a vraiment fait des allers-retours. Là, il me montrait des esquisses, et puis on en rajoutait, il me proposait des choses. Donc ça s'est vraiment construit comme ça, ensemble, avec Nadine aussi. Donc il a joué vraiment avec
Puis je pense par rapport à notre premier livre, là, on sent vraiment qu'il y a une espèce d'explosion visuelle, une explosion de couleurs. C'est vraiment l'idée qu'on voulait faire passer. C'est que tout d'un coup, là, c'est une ode à l'imagination, à la folie. C'est comme le jeu prend la place, puis on oublie tout, puis on ne se rend plus compte de ce qu'on fait. Vraiment un album parfait, justement, pour sortir des contraintes et s'éclater. Merci beaucoup, André. Je pense qu'on peut tous se faire un plaisir d'aller voir cet album. On remercie aussi le beau travail de Gérard. Absolument. Et je redonne la parole à Nadine qui va nous présenter en fait un tout dernier titre. Oui, alors un tout dernier merci à André, Nathalie et à Daniel pour leur participation. Alors, le dernier titre, et non le moindre, c'est un conte à saveur philosophique sur l'identité, l'insatisfaction et l'envie pour lesquels j'ai pas pu résister. Alors, c'est l'histoire d'un grain de sable, je vous résume ça. Un tout petit grain de sable qui n'est pas heureux de sa condition, hein, sans cesse ballotté par les vagues et chahuté par les seaux et les pelles des enfants, il n'est pas satisfait de ce qu'il est. Il ne veut pas être un grain de sable. Alors, un jour, il voit un gros et paisible caillou et se dit « Comme j'aimerais être à sa place ». Et aussitôt, comme par magie, son vœu est exaucé et il se transforme en caillou. Et il trouve cette nouvelle vie d'abord merveilleuse, mais rapidement, il s'ennuie. Alors, il aperçoit ensuite un volcan plein de panache et de caractère. Et là encore, il se dit « Comme j'aimerais être à sa place ». Et aussitôt, il se transforme en volcan. Et cette nouvelle vie est fantastique. Il crache des rivières de lave brûlantes, mais il finit à nouveau par s'ennuyer. Alors, il se transformera en soleil, puis en nuage, puis en vent et ultimement en océan. Et un jour, alors qu'il est l'océan et qu'il se prélasse près d'une plage, il remarque un magnifique château de sable sur la plage. Il observe tous les petits grains de sable qu'il compose et se met à rêver à une nouvelle transformation. Alors, devinez laquelle? Alors, et oui, malgré la fin ouverte, on devine que la boucle se finit comme elle doit et notre petit grain de sable souhaitera redevenir un grain de sable. Alors, il s'agit d'une réécriture d'un conte classique qui est rythmé, qui est efficace et illustré de manière très graphique et contemporaine par Benoît Tardif, que vous allez adorer. Là, partout dans l'histoire, les personnages et ses multiples transformations sont reconnaissables grâce à la belle couleur orange fluo qu'on ne voit pas très bien à l'écran, mais vous allez voir, l'objet est magnifique avec ses couleurs vibrantes. Alors, c'est un superbe album qui revisite un peu le thème ou le proverbe « L'herbe semble toujours plus verte dans le pré d'à côté ». Et ça permettra sûrement aux jeunes lecteurs de réfléchir à leur identité, leur unicité et ultimement à ce que c'est que l'acceptation de soi. Alors voilà pour les titres de l'automne chez Comme des Géants. On en a présenté 5 et il en manque 2 que vous découvrirez plus tard. Merci Marlène. Merci à toi, merci à tes auteurs. Écoute, Nadine, c'est toujours un plaisir de te recevoir, de lire tes albums. On va suivre ça avec grand intérêt. Donc, oui, c'est déjà la fin de cette présentation des nouveautés de la rentrée 2022 de nos éditeurs québécois. Mais bon, je sais, je vous garde encore une toute petite minute parce que j'ai une surprise pour vous. Et donc, avec votre seule présence à cette rencontre, et on va inclure aussi ceux qui ont dû nous quitter un tout petit peu plus tôt, vous courez en fait la chance de gagner l'une des 3 affiches que vous voyez à l'écran qui sont plastifiées et en grand format et qui nous ont grand format. Là, on parle de 30, 34. C'est vraiment des affiches qui sont extraordinaires que Nadine et Comme des Géants nous ont gracieusement offertes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un tirage au sort là, au cours des prochains jours, puis on va vous annoncer les gagnants par courriel. Donc, un courriel, dans ce même courriel-là, vous allez recevoir en fait aussi toute la bibliographie des titres qu'on vous a présentés aujourd'hui, en plus du lien de la rediffusion en fait complète de la présentation. Donc, vous allez pouvoir tout à fait la transférer à travers vos réseaux sans problème. Ça va nous faire plaisir.
Je tiens vraiment à vous remercier. Ça a été une super première pour moi. Je tiens à remercier Jean-Baptiste, mon binôme du côté jeunesse là, qui a assuré la technique là, pendant toute cette présentation. Je tiens à remercier Gilda aussi qui m'a bien accompagnée là, pour l'écriture de cette présentation. Je vous souhaite une excellente journée et je vous revois la semaine prochaine, même heure, même jour, pour la présentation des nouveautés hors Québec. Merci beaucoup. Bonne journée.